tous. Tiens, on recommence pour faire du coup, faux D'accord. départ. Non, non, c'est un bon départ. Allez, on y va comme ça. On est entre nous. Donc voilà, on va démarrer, Lionel et moi, cette présentation de webinaire sur Sendinblue et d'une manière un peu plus générale sur le emailing finalement, parce que c'est de ça dont on parle. Donc juste pour mémoire, enfin, vous commencez à connaître les contraintes du webinaire, donc vous ne pouvez pas intervenir directement par le micro ou la caméra puisqu'ils sont coupés. Vous avez deux petits outils pour ça qui sont la conversation. Donc, si vous voulez dire webinaire, et Lionel est super bien coiffé ce matin, bien barbé et tout machin. Et à côté de ça, si vous avez vraiment des questions techniques sur le sujet, on vous invite à utiliser le question-réponse pour ça. Ça nous permet au besoin, si jamais on ne pouvait pas vous répondre tout de suite, de vous recontacter derrière pour vous apporter la réponse ultérieurement. Hein, donc voilà, bien comprendre les deux outils. Juste pour mémoire, l'équipe des conseillers numériques est vraiment une équipe qui est régionale, qui est implantée sur tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a forcément quelqu'un qui peut vous amener les solutions sur votre territoire. Donc, voilà, une fois encore, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. On a vraiment des solutions et des accompagnements à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, on est vraiment là pour ça. Donc voilà, donc vous avez le trombinoscope, je dirais, des conseillers numériques de la Chambre. Et puis, je crois, non, il y a pas, on aura les coordonnées à la fin. Allez, Lionel, je te laisse à toi, je te laisse démarrer. Yes, un emailing. Avant de parler de l'outil à proprement parler, Sendinblue, on va parler de la généralité. Qu'est-ce donc qu'un emailing? À quoi ça sert? Pourquoi réaliser un emailing? Alors, un emailing, en fait, c'est un envoi de masse de mails qu'on va pouvoir faire à nos clients, nos prospects, à tous nos contacts, à toute notre base fichier clientèle. Sauf que par mail, on a 300, 400, 500, voire plus en termes de contacts. On va avoir du coup par mail soit une interdiction, soit un blocage de la part de notre boîte mail, que ce soit Gmail, que ce soit une boîte mail pro, Yahoo, Wanadoo pour les plus anciens. Ça va bloquer, ça ne va pas être possible. Et si c'est accepté, il y a de fortes chances que du coup, ça atterrisse dans les indésirables, dans les spams de nos clients, parce que l'algorithme et les robots de nos messageries vont tout de suite lui dire, attention, c'est bizarre, il y a 300, 400, 500 envois qui se font en même temps, ça ne marche pas. Donc, la petite solution alternative à ça, c'est nos fameux outils emailing, des outils qui sont faits exprès pour réaliser ces envois en masse et qui nous permettent du coup de réaliser ça, comme il faut. Donc, ce qu'on va regarder, nous, aujourd'hui, c'est un outil en particulier. Il en existe plusieurs, mais nous, on va parler de Sendinblue. Je te laisse avancer, David. Je ne sais plus derrière ce qu'on a. Alors, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, ce qui serait bien, c'est qu'on recense un petit peu votre pratique aujourd'hui. Donc, je vais vous lancer un petit sondage sur lequel je vais vous demander de réagir. Voilà, donc je vous le lance tout de suite. Alors, avec trois questions, savoir aujourd'hui, vous et le emailing, vous en êtes où? Est-ce que vous avez déjà réalisé un emailing? Oui, avec votre logiciel de messagerie habituel, genre voilà, Google, Outlook, avec une plateforme d'emailing, ou non, parce que vous préférez coller des timbres et c'est bien mieux comme ça. Donc, il nous reste 5 personnes qui n'ont pas voté pour l'un. Allez, encore 3. Allez, top chrono, c'est bon. Allez, c'est bon. Ok, top. Donc voilà, en fait, alors je vais vous partager les résultats. Vous les voyez? Ouais, ok. Donc en fait, deux grosses tendances qui ressortent. Donc effectivement, vous utilisez habituellement votre logiciel de messagerie et majoritairement aussi, non, vous n'avez jamais réalisé d'emailing. Donc je pense que le motif des timbres n'est pas vraiment le bon. Vous n'avez pas réalisé d'emailing du tout.
Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc, en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que vous avez déjà tenté le truc avec un logiciel de messagerie. Effectivement, comme le disait Lionel, et il va le repréciser après, ce n'est pas la bonne formule. Merci en tout cas. Pourquoi on va réaliser un emailing plutôt que de faire tous nos mails? Première chose, effectivement, le gain de temps obtenu. On va réaliser un seul mail et surtout, on va bien le réaliser, c'est-à-dire que les outils qui nous sont accessibles pour la plupart en gratuit ou en tout cas avec une formule gratuite avant de passer au premium, nous permettent de réaliser des choses assez sympas, esthétiquement, visuellement, avec une facilité et une intuitivité assez cool aussi, et qui vont nous faire gagner pas mal de temps pour notre image et pour notre entreprise. Donc, l'aspect économique qui va avec, c'est-à-dire qu'effectivement, le temps, c'est de l'argent, donc forcément, on va gagner un petit peu de temps à réaliser tout ça. Et autant elle sera bien réalisée, autant elle sera esthétique, autant ça va faire une belle image pour vous, pour votre entreprise, autant les personnes vont vous recontacter en disant c'est cool, c'est sympa, ça donne envie. Facilité de réalisation, je viens de le dire, effectivement, les outils, notamment Sendinblue, nous offrent un outil assez intuitif qui nous permet d'être normalement assez réactif, assez facile de création pour tout ça. Personnalisation du message, on va pouvoir créer et réaliser notre emailing comme bon nous semble. Alors évidemment, on va rester dans des cadres, on va rester dans la structure que nous propose Sendinblue, en tête, module, pied de page, etc. Ça va être dans le principe, plus toute la réglementation et les obligations qui vont avec, mais la personnalisation va être ouverte complètement, en termes d'image, en termes de texte, en termes de couleurs, en termes de visuel, etc. Programmation de l'envoi. On n'a pas forcément le temps de s'y mettre aujourd'hui, mais il faut absolument le faire aujourd'hui. Voilà, on est sur des chantiers, on n'est pas sur des chantiers, on est sur le terrain, etc. On se dit, tiens, lundi matin, moi, je ne bosse pas forcément, ou en tout cas, je ne suis pas ouvert et je fais plutôt mon administratif. Et ben moi, je vais le préparer, cet emailing, parce que j'ai le temps à ce moment-là de le préparer et on le programmera. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, je me mets lundi matin, mais je vais le programmer, il partira que dans une semaine ou que dans 3 jours, mais au moins, c'est fait. On est tranquille, on n'y pense plus. Et puis, du coup, ça sera fait sans nous sur un temps où on s'était imposé de le faire. Et nos analyses, nos fameuses statistiques, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir toutes les stats qui vont ressortir de cet emailing. Qu'est-ce que sont les stats? C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir qui a ouvert, enfin déjà qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué, en gros. On va pouvoir voir du coup par là si notre fichier clientèle est à jour, c'est-à-dire qu'on va certainement avoir des retours comme quoi les adresses mail ne sont pas bonnes ou que c'est complet, etc. Donc, on va pouvoir se dire, tiens, telle ou telle personne, il faudrait que je leur redemande un peu leur adresse mail parce qu'on n'est pas bon. Qui a ouvert, donc on va pouvoir se faire un petit pourcentage de personnes qui vont cliquer voilà, sur l'emailing. Alors, vous inquiétez pas, en règle générale, sur une moyenne, David en parlera tout à l'heure, je pense, le pourcentage de lecture, d'ouverture des emailings en chiffres est assez faible. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on reçoit tous des mails, on reçoit tous des emailings, on reçoit tous des pubs. Là où on est inscrit, on a acheté chez Darty, on était forcément inscrit sur la newsletter, on reçoit Darty, Cdiscount, Amazon, etc. On reçoit pas mal de choses. Donc, au bout d'un moment, certaines personnes, on les ouvre même plus, on les supprime. Donc, c'est vrai qu'il y a un pourcentage de personnes qui va ouvrir et d'autres non. On va pouvoir analyser après le clic. C'est bien de l'avoir lu, cet email, mais s'il y a un clic derrière, c'est encore mieux. Ça veut dire que du coup, l'email était intéressant et que du coup, nous, on a ouvert la voie à un contact avec ce client, avec un clic, soit vers notre site internet, soit vers notre lien, notre réseau, nos réseaux sociaux, etc. Et en tout cas, on a amené quelque chose, on a amené déjà un contact avec ça. Voilà pour notre partie statistique et voilà pourquoi c'est intéressant de réaliser ces emailings plutôt que de faire des petits mails de texte avec 3 émoticônes qui se baladent. David, je t'en prie. Oui. Donc, c'est pour toi. Alors, juste pour rappeler aux participants qui nous ont rejoints,
Utilisez, quand vous avez des questions à poser, utilisez le bouton QR et non pas discussion, parce qu'on est plutôt axé sur ce truc-là. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les dans questions et réponses, donc le QR. Donc, Sendinblue, effectivement, Lionel l'a dit, c'est un logiciel de messagerie qui est en ligne. Alors, je vais vous présenter très rapidement, ça c'est le programme, on va le dérouler. Donc voilà, on va regarder ce qu'est fait Sendinblue, d'intégrer le RGPD, ça on va en parler, les fondamentaux de l'emailing, le fichier client, parce que c'est un vrai sujet que ce sujet-là. Et enfin, effectivement, la partie plus pratique, créer les contenus et la prise en main de Sendinblue et les possibilités qu'il offre. Juste pour mémoire, Sendinblue, c'est un logiciel qui est français au départ, qui est créé en 2012. Il faut savoir que Sendinblue, c'est un logiciel qui est un logiciel qu'on appelle de e-marketing. C'est-à-dire que Sendinblue, vous allez pouvoir l'utiliser. On en parle ce matin sur la partie email, mais vous allez pouvoir utiliser exactement de la même façon Sendinblue pour envoyer des campagnes SMS. Donc c'est pour ça qu'à notre avis, il nous semble intéressant, alors qu'on s'entende bien et qu'on soit d'accord, on n'a pas d'action ou de partenariat particulier avec Sendinblue, simplement qu'on trouve qu'il est assez bien adapté à l'entreprise artisanale et surtout, nous, ce qui fait le distinguo, c'est que pour une entreprise artisanale qui démarre, ou qui démarre ou qui veut se lancer plutôt dans l'emailing, envoyer 300 mails par jour pour une entreprise artisanale, c'est royal, quoi. Donc c'est largement ce qu'il faut pour démarrer. Il y a une question-réponse. Après, effectivement, il y a une version gratuite, une version gratuite qui a 300 mails par jour, et ensuite une première version payante qui est à partir de 19 € par mois. Hein, donc là, effectivement, on change un peu de stratégie, mais je dirais que pour l'artisan, je dirais, classique qu'on a, nous, au répertoire des métiers, les 300 mails par jour, c'est déjà un super début, quoi. Ce qui est intéressant également, c'est ce qu'a déjà dit Lionel tout à l'heure, c'est-à-dire que la simplicité d'utilisation, la programmation des envois et surtout la qualité du reporting, c'est-à-dire quand vous avez envoyé une campagne, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a vu? Alors, je le disais à l'instant, il faut absolument, et c'est, alors je vais le marquer, ouais, c'est ici. En fait, dans la slide qui est là, on voit qualification de la base de données opt-in. Ça fait le lien tout de suite avec le RGPD dont je vais vous parler immédiatement. Le RGPD, évidemment, c'est un élément qui est central quand on parle d'emailing, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous n'avez plus le droit d'envoyer des emails sans avoir le consentement des clients. Hein, c'est vraiment une conséquence du RGPD qui, pour mémoire, est applicable depuis fin mai 2018. Donc, l'objectif de cette réglementation européenne, c'est surtout de renforcer le droit des citoyens, c'est-à-dire que les citoyens européens ont un droit sur leurs données personnelles, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de pouvoir supprimer, ne plus recevoir des emails, ils ont aussi le droit de modifier leurs données. Donc, en fait, c'est ça les droits qui sont inscrits dans le RGPD. Et donc, il faut aussi, donc, dans ce cadre-là, responsabiliser les acteurs qui traitent des données. On est pile poil à ce niveau-là de la présentation. Je viens de vous dire que Sendinblue, c'était une plateforme qui était opt-in, c'est-à-dire que Sendinblue n'acceptera pas vos données si vous ne pouvez pas justifier que vous avez le consentement de vos clients pour envoyer des informations, qu'elles soient par SMS, ou par mail. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'intégrer cette démarche-là. Je dirais que le coût du opt-in, il est encore plus vrai avec le SMS qu'avec les emails, puisque en fait, il faut, pour une campagne SMS, par exemple, pour l'avoir expérimenté dans des entreprises, il faut absolument que vous envoyiez à Sendinblue, vous avez acheté le forfait, parce que pour le coup, c'est un forfait payant, vous avez acheté le forfait du nombre de SMS qu'il vous fallait, il va falloir qu'avant que la fonctionnalité soit vraiment active, il va falloir que vous envoyiez à Sendinblue un justificatif, genre un coupon réponse ou quelque chose comme ça, enfin plusieurs coupons réponse, qui justifient que vos clients ont
vous ont bien dit OK, vous pouvez m'envoyer du SMS ou de l'email. Hein, donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut vraiment que vous ayez le consentement de vos clients pour démarrer une campagne. Pour mémoire, qu'est-ce qui rentre dans les données à caractère personnel? Eh bien, ce sont tout ce qu'on va utiliser, hein, pour la faire courte, c'est-à-dire je vous ai mis en gras les plus évidentes, donc le nom, prénom, une adresse postale, une adresse mail, un téléphone, l'âge, la ville, enfin voilà, tous ces éléments-là sont obligatoires enfin, il faut pardon, que vous ayez le consentement pour envoyer des données à vos clients. Hein, donc voilà, donc ça, il faut vraiment, vraiment être hyper vigilant là-dessus. Je fais juste un petit point de rappel, les données collectées doivent être minimisées et servent uniquement à l'âge prévu, c'est-à-dire que clairement, vous n'avez pas demandé l'âge si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas demandé le prénom des enfants si vous ne fabriquez pas des produits pour les enfants ou que vous faites pas. Enfin, voilà, en fait, il faut vraiment réfléchir aux données que vous avez vraiment besoin. Quand on fait les formations ou les présentations sur les RGPD, en fait, il faut complètement bannir la phrase au cas où. C'est-à-dire que je ne vais pas collecter des données ou conserver les données au cas où j'en ai besoin. Non, il faut vraiment en avoir besoin pour les collecter. En fait, voilà, c'est tout le sens du RGPD. Alors, ce n'est pas quelque chose de très long, hein, sur le RGPD, je fais juste plutôt un rappel. Donc, juste pour mémoire, le consentement, donc au niveau RGPD, il doit être donné de manière active, c'est-à-dire que c'est vos clients qui doivent vous donner leur consentement. Donc ça passe par exemple sur un formulaire web, par une case à cocher, je consens à ce que l'entreprise Tartampion collecte mes données et les réutilise à des fins de prospection ou à me recontacter. Il doit être donné de façon libre, donc je ne vais pas conditionner à quelque chose. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui bip, là, ça m'agace. Clac. Il doit être démontrable, donc ça c'est pareil, ça c'est vraiment quelque chose qui est gros, parce que démontrable, ça veut dire que si jamais vous avez un contrôle de la CNIL, il va falloir que vous prouviez qu'effectivement le client vous a donné son consentement. Donc c'est vrai que alors souvent les artisans ont horreur du papier, puis comme je les comprends, mais pour le coup, il va falloir trouver une astuce, donc soit les numériser, mais en fait, il faut un moyen de preuve du consentement. Et, voilà, et être aussi et retirer aussi facilement qu'il a été donné. C'est-à-dire que il faut donner la possibilité à vos clients de retirer leur consentement ou de ne plus recevoir une newsletter, par exemple. Hop là. Donc voilà, donc ça c'est je dirais le préambule à la réalisation d'une campagne emailing, si vous voulez qu'elle se passe bien. Je repasse la parole à Lionel pour les bonnes pratiques pour un emailing et pour les réussir. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de répondre à une question. Pas de souci. Alors, notre emailing, on a vu la partie un petit peu RGPD, on va dire légal obligatoire. Moi, je laisse toujours la partie un peu compliquée à David et je prends la partie un petit peu plus rigolote. Les 8 fondamentaux de l'emailing. Comment on va réaliser notre emailing? Techniquement parlant. Première chose, on va essayer de personnaliser au maximum ce qui peut l'être. C'est-à-dire qu'on aime bien, lorsqu'on reçoit un petit mail, une petite pub, on aime bien le bonjour Lionel, voilà, que ça soit un petit peu plus personnalisé. Et idéalement parlant, on essaye d'avoir effectivement dans notre adresse d'expéditeur, on essaye d'avoir une adresse qui est un petit peu plus personnelle que notre adresse contact@entreprise.com. Maintenant, c'est dans un idéal, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous avaient qu'une seule adresse email. Dans les entreprises un petit peu plus grosses, on va avoir effectivement autant d'adresses mail que d'employés ou une adresse mail contact, une adresse mail technique, une adresse mail com. Sur le principe, on essaie de personnaliser. Maintenant, si on a déjà une adresse mail professionnelle contact@entreprise.com, c'est déjà super. On va pouvoir passer par là. On va essayer de personnaliser au max les infos du client, c'est-à-dire qu'on va demander à Sendinblue, avec une petite manip, de récupérer dans notre base de données la colonne prénom, par exemple, et de dire que chaque email envoyé sera personnalisé au prénom du destinataire. Donc ça peut être sympa pour ce côté un petit peu
pour ce côté un petit peu personnalisé. 2, travailler notre sujet, c'est-à-dire que on va pas envoyer un email pour envoyer un email. Donc, on va partir à la base d'un événement, on va partir de quelque chose, donc soit pour l'ouverture de l'entreprise, soit pour un événementiel type effectivement, fête des mères, Saint-Valentin, etc., hein, pour de l'événement, soit pour une promo, soit pour un jeu concours, on trouvera quelque chose. Et à l'intérieur de cet email, on va essayer de travailler au max pour se dire, pour attirer le plus. Donc, on va, comme pour la plupart des choses, se mettre dans la tête de notre client et se dire, tiens, si je reçois un mail sur ce sujet-là, qu'est-ce que j'aimerais bien y trouver dans ce mail? Est-ce que c'est un mail où il faut que je sois assez protocolaire et on ne va pas dépasser? Est-ce que du coup, on met une petite touche d'humour, on met un petit truc un petit peu sympa? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de visuels et pas beaucoup de texte? Ou inversement, beaucoup de texte, pas beaucoup de visuels? Et on va essayer de se dire et de se mettre dans la peau de nos clients et d'envoyer au maximum voilà, pour répondre à l'attente de nos clients. 3, on va faire le ménage dans nos adresses. Vous avez certainement un très gros fichier client ou en tout cas un bon fichier client. Mais comme je le disais tout à l'heure, si ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes installé et qu'on n'a jamais mis à jour ce fichier client, il y a de fortes probabilités qu'on ait des adresses mail qui soient obsolètes, qui aient été supprimées, etc. Donc, on essaye de faire un petit peu le ménage dans ces adresses mail-là. En premier lieu et surtout, on va faire le ménage sur nos mails perso et nos mails pro, c'est-à-dire qu'on va avoir notre fichier client, évidemment, avec tous nos clients. Par contre, les adresses mail de tata, tonton, mamie et cousin nono, ça ne fait pas partie de notre fichier clientèle. Donc ça, on met de côté. Et on essaye de bien différencier pour quasiment toute l'utilisation professionnelle de vos outils numériques. On essaie de bien différencier notre partie professionnelle et personnelle. 4, on va penser à chaque fois qu'on va mettre un visuel dans notre newsletter, à chaque fois qu'on va mettre une image, une photo, un petit icône, de faire un lien. C'est-à-dire qu'en fait, les petits robots qui vont lire un petit peu tout ça aiment bien quand il y a quelque chose en dessous de l'image. Donc, en fait, c'est faire un lien cliquable sur l'image. Ça peut être un lien vers notre site Internet, ça peut être un lien vers nos réseaux sociaux. Ça peut être un lien vers un document, par exemple, si on est sur un jeu concours, par exemple, on a mis effectivement tout le règlement du jeu concours sur un drive et en cliquant dessus, ça va télécharger le drive. En tout cas, de faire le lien permet d'offrir aux robots Google ou autres de nos messageries un algorithme un petit peu plus intéressant qui fait qu'il va considérer que ce n'est pas du spam, que ce n'est pas de l'indésirable, qu'il y a un réel besoin de communication et apporter quelque chose de plus intéressant. Et surtout, nous tous, on a tous ça dans la poche aujourd'hui. Quand on reçoit un mail, la première chose qu'on veut, c'est cliquer dessus pour voir si ça apporte quelque chose. Terminer les ordinateurs. Aujourd'hui, si je fais une petite parenthèse, on est 85% des internautes à utiliser quasiment exclusivement notre téléphone pour aller sur Internet pour lire nos mails. Donc, effectivement, on en parlera tout à l'heure. Lorsqu'on va construire notre emailing, on va le construire sur un ordinateur, mais principalement pour une utilisation téléphone. Hop, on passe à côté. On va. On est où? Tu vas trop vite, toi? Oui. C'est encore tout, là, c'est encore tout. Ajouter des textes alternatifs aux images. À la différence des liens, les liens, c'est pour cliquer et amener vers quelque part. Un texte alternatif, c'est en fait, par exemple, moi, j'ai une boîte de messagerie, peut-être un peu vieillotte ou peut-être mal paramétrée, qui fait que lorsque je vais recevoir votre newsletter, ça va me mettre un joli carré avec une croix à la place de l'image. Et ça, c'est moche, c'est pas beau. Donc, si on met un texte alternatif, en fait, à la place de cette image-là, si elle n'est pas lue par notre messagerie, on aura ce fameux texte alternatif. Donc, si effectivement on a un visuel avec une photo logo, par exemple, notre logo, le texte alternatif, ça sera logo entreprise 2022, par exemple. Voilà, on essaie à chaque fois de mettre ce texte alternatif. En fait, pour dire, voilà, c'est pas du n'importe quoi, ça représentait quelque chose. Dommage que vous puissiez pas le voir.
Autoriser le partage. Dans Sendinblue, dans d'autres, on a la possibilité de bloquer. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Ce n'est pas autoriser le partage, c'est du coup c'est plutôt bloquer ou pas bloquer. De bloquer le contenu du mail. C'est-à-dire que, idéalement parlant, comme sur vos réseaux sociaux, lorsque vous allez envoyer quelque chose à vos contacts, et ben, si vos contacts veulent partager à d'autres contacts, avec grand plaisir. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement autoriser ce partage-là, autoriser ce transfert d'emailing pour que ça soit plus facile et que ça nous fasse un petit effet boule de neige vers d'autres personnes. Tester sur différents services de messagerie. Avant de faire notre emailing, on a des copains, des amis, la famille, on a tous une boîte mail différente, on a du Gmail, on a du Yahoo, du Wanadu, du Pro, on va en trouver des millions d'autres, Orange, SFR, etc. On va essayer de leur envoyer un emailing gratuitement à un par un sur les différentes messageries, juste pour voir comment ils les reçoivent et juste pour voir comment ils les lisent. Ça va nous permettre, nous, de nous dire, bah, tiens, telle messagerie, il y a ça qui coince, donc je peux peut-être essayer de l'adapter parce que je vois que dans ma liste de contacts, j'ai quand même pas mal de contacts qui sont sur Orange. Donc, ça serait dommage qu'ils lisent un mail un peu bizarre. Donc, on va pouvoir un peu réadapter un petit peu tout ça. Et a posteriori, ce qu'on va faire, on en a parlé brièvement tout à l'heure, c'est analyser nos stats. On va envoyer cet emailing, super. Mais idéalement, on passe une petite demi-heure à analyser après, à faire un petit Rex, un petit retour d'expérience pour savoir exactement qui a eu, qui a lu et qui a cliqué, pour voir où on peut s'améliorer dans notre diffusion. Si notre pourcentage de lecture est très faible, on va se dire qu'il y a un couac quelque part. Si on a un bon pourcentage de lecture, mais un très faible pourcentage de clics, on va se dire, bah, tiens, est-ce que le bouton que j'ai mis n'était pas assez visible, on n'a pas compris qu'il fallait cliquer, et revoir un petit peu notre démarche de création. Tout à l'heure, je parlais de pourcentage. David va me confirmer ou infirmer. On a un beau pourcentage de lecture quand on a atteint à peu près entre 15 et 18% d'ouverture. Ça ne vous paraît pas beaucoup quand je vous dis 15 à 18%, mais croyez-moi, lorsqu'on arrive à ces taux d'ouverture-là, c'est un très beau pourcentage d'ouverture de newsletter. Si vous me dites demain, j'ai fait ma première news, je suis à 20% d'ouverture, champagne, c'est nickel, c'est impeccable, c'est très bien réalisé. Parce que en moyenne, on est 80%, 85% à zapper tous ces mails-là. Ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher ceux qui sont les plus intéressés et donc, du coup, réaliser au mieux visuellement, esthétiquement et codement, du coup, cet emailing pour pouvoir apporter tout de suite un bon contact. Les 7 règles graphiques. Donc là, on a parlé en règle générale et là, en règle graphique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir et essayer de faire, graphiquement parlant, sur notre emailing? Donc là, moi, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est de la version 2022. Aujourd'hui, effectivement… Pardon, David? Tu nous as fait un petit blocage, Lionel. C'était figé. C'est vrai? Pardon. Les joies du réseau jurassien. Donc, je disais, les 7 règles graphiques, version 2022, parce que ça évolue beaucoup comme le style, comme la mode, etc. Premièrement, notre en-tête d'email. On va essayer… Ah oui, c'est saturé, effectivement. J'espère que… Dites-nous si vraiment ce n'est pas bon, parce que David reprend la main. On va essayer de faire un en-tête d'email aux couleurs de notre marque, c'est-à-dire de notre produit, de notre entreprise. C'est-à-dire que vous avez une charte graphique, normalement, avec la création de votre entreprise, probablement un logo. Dans ce logo, vous avez des couleurs. Idéalement, on va créer et essayer de créer notre newsletter avec ce code couleur-là, cette charte graphique là. Donc, ce qu'on appelle l'en-tête, leader à l'anglaise, du coup, au maximum sera avec notre logo, notre couleur, notre charte graphique pour que ça interpelle tout de suite, dès l'ouverture du mail, sur qui envoie. On fera un emailing en ce qu'on appelle responsive. Je le disais tout à l'heure, le responsive, c'est une adaptation d'un écran à un autre. Qu'on le lise sur un ordinateur, qu'on le lise sur une tablette ou qu'on le lise sur un téléphone, il faut que votre emailing soit tout aussi joli et tout aussi lisible. Donc, et Sendinblue le fait très bien pour nous, on va avoir la possibilité de voir ce que ça peut donner en version ordi et en version téléphone.
Probablement que sur la version téléphone, il faudra adapter un petit peu, peut-être réduire un petit peu la taille de police, réduire un peu les images, etc. pour que du coup, lorsqu'on a un ordinateur en 16/9 paysage ou lorsqu'on a en 22 pouces ou lorsqu'on a un écran de téléphone en 6 pouces format portrait, ce n'est pas la même lecture comme pour les sites Internet. Donc, on va essayer d'adapter au max ce design-là. On va structurer le contenu de notre emailing. Structurer, ça veut dire quoi? Hiérarchiser, en tête, logo généralement, petite photo, galerie photo sympa. On va avoir premier texte d'information, de présentation, deux, trois infos avec bouton, peut-être notre petit texte de présentation et à la fin notre footer, ce qu'on a en anglais notre pied de page, où là on aura les coordonnées, le contact, nos réseaux sociaux, nos petits boutons vers les réseaux sociaux, le petit bouton vers notre site internet et à la fin, notre petit paragraphe RGPD qui explique que s'ils souhaitent se désabonner, ils n'ont qu'à cliquer sur le bouton et ça leur enlèvera. Vous verrez que du coup, sur Sendinblue, les modèles existants sont déjà très bien faits, très pratiques. David le disait tout à l'heure, c'est un logiciel, un outil numérique français qui fait que du coup, il s'adapte et tout de suite et se met tout de suite sur la réglementation française dès qu'il y a des nouvelles mises à jour, notamment sur la RGPD. Donc, on n'aura pas trop le besoin d'aller chercher, de fouiner comment faire. Sendinblue le fera pour nous. On va y apposer des images, des visuels. Forcément, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut voir. Pourquoi aujourd'hui, on vous dit Facebook est mort, vive Instagram? Parce qu'on est vraiment sur du visuel, visuel, visuel aujourd'hui et que c'est ça qu'on veut et qu'on aime voir. Donc, pareil sur notre newsletter, on essaye au maximum d'apporter des visuels sympas. Si c'est une newsletter qui présente des produits pour notre boutique de vente en ligne, on va choisir des belles photos qu'on aura préparées et qui vont nous donner envie. Je t'en prie, David. Les call to action, le fameux bouton, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste des boutons, tout simplement. C'est le nouveau nom des boutons qui sont utilisés sur nos outils type tablette, téléphone. C'est-à-dire que sur notre ordinateur, on n'a pas encore, enfin quoi que ça existe, mais officiellement pas encore, du coup, nos petits écrans tactiles pour appuyer sur les boutons, on les a sur notre téléphone. Donc, en fait, c'est des boutons qui nous amènent vers. On peut avoir un bouton téléphone. Lorsque je clique sur ce bouton téléphone, mon téléphone appelle tout de suite la personne. On a un bouton site web. Si je clique dessus, ça nous amène directement vers notre site web, réseaux sociaux, etc. C'est ça les call to action. C'est des boutons qui nous permettent de faire une action précise, directe, juste en cliquant, qui nous amène vers un fichier d'inscription, qui nous amène vers notre boutique, qui nous amène vers un document à télécharger, etc., etc. C'est en fait, au lieu de dire rendez-vous sur le site à la page tant, on amène tout de suite. On est français, on a besoin de simplicité, on a besoin d'aller vite. Donc, du coup, il nous faut ces petits boutons-là pour appuyer et aller directement. Ce qui est important aussi dans le call to action, c'est aussi l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez transformer en fait votre client qui va lire votre newsletter en un client actif qui va aller se rendre sur votre site internet pour aller y faire quelque chose. Et c'est cette notion-là en fait qu'il faut arriver à provoquer par le biais de boutons. Lionel parlait tout à l'heure justement des liens qu'il faut mettre sur les images. Enfin, voilà, plus vous allez mettre de liens donc, qui rentrent dans le cadre du call to action, plus vous allez susciter en fait l'engagement et faciliter l'engagement de votre client à agir derrière, c'est-à-dire le renvoyer sur, si vous avez mis en place une plateforme pour prendre un rendez-vous, lui dire prendre rendez-vous, clac, le client clique, il va, acheter ce produit, tac, il va vers votre site internet sur la page du produit. Enfin voilà, le but du jeu, c'est comme le disait Lionel avec le côté franco-français, il faut lui faciliter la vie et surtout gagner du temps parce qu'il faut que ça aille très très vite, vous le savez comme nous. Exactement. Et donc, du coup, ça m'amène à mon avant-dernier point, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre un bouton, call to action, il faut que ce bouton, on le comprenne tout de suite, qu'il soit identifiable, qu'il soit signalé. C'est-à-dire que on va, voilà, c'est nos boutons un peu cliquer ici, en voir plus, en savoir plus. C'est les textes, en fait, c'est les textes de lien qui vont apporter ça. Donc, nous, on va faire attention aux textes des boutons qui vont nous dire tout de suite, tiens, il faut que je clique dessus. Et on va faire attention effectivement aux liens, aux redirections. C'est-à-dire qu'on va dire à Sendinblue que tel bouton va amener
vers tel site internet, vers tel réseau social, etc., on fait évidemment bien attention à ce que nos liens soient bien faits et qu'on n'ait pas fait une petite faute de frappe, une petite faute d'orthographe et que ça bloque. Donc, avant l'envoi en masse, on se fait un petit envoi perso à nous et on va cliquer sur tous nos petits liens, sur tous nos petits boutons pour être sûr que ça fonctionne comme il faut. Et le footer, tu ne négligeras pas. Le footer, notre pied de page, c'est là où il va y avoir les informations les plus importantes, les informations de contact, coordonnées, numéro de téléphone, etc. Les informations RGPD qui vont être obligatoires, qu'on a vu tout à l'heure avec David. Et tant qu'à faire, un petit esthétique qui va reprendre un petit peu notre en-tête, couleur, logo, charte graphique, etc. Pour finir sur une touche, en fait, on termine ce mail-là et on termine sur une touche graphiquement, visuellement sympa, propre, voilà, qui nous donne cette image professionnelle. C'est encore un mot là-dessus? Allez, c'est parti. Eh oui. Les contenus, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On en a vu déjà, mais en gros, et pour faire clair, on veut une newsletter qui soit design, sympa, esthétiquement, couleur 2022, style 2022, avec effectivement du visuel, des boutons, des liens cliquables, pas énormément de texte, ou en tout cas, si on a du message ou du texte à faire passer, il vaut mieux rediriger vers une page Internet, vers un document à télécharger. On veut de la créativité aujourd'hui. Des newsletters, on en reçoit, si on ne sait pas des abonnés, 15, 20, 35 par jour. Et si on n'est pas un petit peu créatif sur le principe, on est vite zappé. On l'a dit et redit, efficacité. Il faut que notre newsletter, elle apporte en un clic grand max, tout de suite, la réponse à la question, ou en tout cas qui nous amène directement là où on veut les amener. Et tant qu'à faire, un peu d'originalité, on va essayer de différencier de nos concurrents, de nos collègues, de nos partenaires et se dire, bah, tiens, moi j'en reçois 15 par jour, un peu toutes les mêmes. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa, original, pour attirer un petit peu plus l'œil? Alors attention, du coup, ne pas être trop original non plus, qui pourrait être complètement contre-productif, et savoir peser un petit peu. Suivant les métiers, suivant les produits, les services, les prestations, on ne peut pas tout se permettre non plus, hein. Comme sur les réseaux sociaux, on a quand même voilà, une petite barrière à se mettre, plus ou moins loin, en fonction de ce qu'on veut vendre et de ce qu'on veut proposer. L'originalité aussi, pour compléter ce que dit Lionel, passe aussi dans le ton que vous allez pouvoir utiliser dans vos écrits. C'est-à-dire que ça peut être aussi un ton décalé ou alors un ton humoristique. Ça peut être simplement ça. Il y a une boîte qui est très, très forte là-dessus. C'est l'entreprise Pack Market qui fait des produits reconditionnés. Et ils ont un vocabulaire et une façon de parler de leurs produits qui est franchement top. Je vous mets le lien dans la discussion, comme ça vous irez jeter un œil. Les contenus. Alors, je réponds à une question en direct, Nadia. Et si nous ne sommes pas créatifs, c'est pas grave. On a tous nos compétences, on a tous nos facilités ou pas. Et ben, dans ce cas-là, on essaye de se faire aider. On essaye de voir avec des copains, avec la famille. On essaye de se dire, bah, tiens, regarde, j'aimerais bien envoyer une newsletter. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais bien voir dedans? Alors, attention, généralement, les amis, la famille, ce que vous faites pour vous accompagner, c'est toujours beau et magnifique. Ils ne sont pas souvent très objectifs, c'est normal, ils vous accompagnent. Donc après, professionnellement, David l'a déjà dit, je le redis, vous êtes des artisans, entrepreneurs immatriculés à la Chambre de métier. Sur ces concepts-là, on est là pour vous, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le référent numérique de votre département et on pourra voir ça ensemble sans aucun problème. On trouvera voilà, ce qui peut être sympa pour vous et ce qui peut vous gêner ou pas dans la créa. N'hésitez pas. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps à élaborer quelque chose de propre, de sympa, quitte à se faire aider, plutôt qu'à faire un truc vite fait, bien fait, en se disant, bon, allez, je l'ai fait, ça passe, et qu'en finalement, ça ne vous apporte pas l'image que vous auriez aimé que ça vous apporte. On continue. On va y mettre dans nos contenus, alors là, on va le voir assez rapidement, mais sur la logique des choses, on va y mettre titre et texte. Là, vous avez les petits imprimés écran de Sendinblue. Je pense qu'on y reviendra en direct tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas trop faire sur le fonctionnement. David le fera derrière. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre via Sendinblue sur nos newsletters?
Titre, texte. Évidemment, le titre, accrocheur, c'est une des premières choses qu'on va avoir. Il faut que ça nous attire tout de suite. Les textes, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut-être que ça évoluera d'ici les années. Aujourd'hui, moins il y a de texte, mieux c'est. Moi, je rigole parce que j'adore vos commentaires, c'est super sympa, merci. Moins il y a... moyen de texte, mieux c'est. Donc, on va essayer d'être le plus astucieux possible et le plus serré possible dans nos textes pour éviter d'en faire trop. On va s'amuser sur la police de caractère, on va s'amuser sur la taille du caractère, le gras pour mettre en avant certains mots, etc. Un peu comme on va faire un peu sur nos réseaux sociaux. Nos images. Avec SendinBlue, on va pouvoir importer, ajouter des images, soit dans leur base de données qu'ils ont déjà, base de données qui est gratuite pour la plupart, soit avec nos images perso. Et idéalement, on va récupérer nos images perso à nous. On va essayer d'être pro jusqu'au bout et de vendre une prestation, des services, un produit avec des photos, des vidéos peut-être qui sont de nous. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de préparer nos images un peu en amont. On va essayer de se dire, tiens, je vais faire une campagne newsletter, je vais préparer un petit peu ces photos-là, on va faire ça sympa, proprement et comme il faut pour la newsletter. Plus ça sera personnalisé en se mettant dans la tête de nos clients et plus forcément ça va les toucher, ça va les toucher comme il faut. Alors, les images aussi, je fais une aparté qui est en lien direct avec ça. Les images, évidemment, si vous étiez là hier sur le webinaire sur le référencement, on a parlé des images, la logique est la même, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre des images qui sortent directement de votre appareil photo, il va falloir les retoucher, voire les recadrer avant. L'objectif étant que il faut absolument qu'ils sortent, qu'ils s'affichent le plus vite possible sur le support sur lequel ils vont être affichés. C'est-à-dire que Lionel parlait tout à l'heure des téléphones mobiles, évidemment. Quand vous êtes au fin fond du Haut-Doubs ou sur un plateau du Jura, il n'y a pas forcément de la 4G et encore moins de la 5G. Donc, il faut absolument que l'image que vous allez mettre dans votre newsletter s'affiche le plus vite possible. Donc, ça veut dire qu'elle soit optimisée. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour le coup. Photo, éditeur photo. Aujourd'hui, sur la plupart de nos outils numériques, on a ce qu'on appelle des éditeurs photos qui va nous permettre effectivement de retoucher un peu la luminosité, de retoucher la taille des photos, de rajouter un petit peu certaines choses. Donc, effectivement, on a préparé des photos, mais la taille n'est pas forcément bonne, c'est trop large, c'est trop haut. On va réduire, rogner un petit peu. On va pouvoir un petit peu s'amuser à tout faire directement sur SendinBlue pour que ça corresponde pile poil à ce qu'on veut que ça soit pour notre newsletter. Donc, on le verra tout à l'heure. Je ne sais pas si David va faire un petit peu le lien, mais on verra tout à l'heure directement comment on peut faire ça avec tous nos petits outils SendinBlue. Ouais, c'est pas forcément comment dire. C'est pas forcément le meilleur outil qui soit. Moi, je suis plutôt de l'ancienne école, plutôt de travailler le truc avant plutôt que de s'embêter après. Au moins, quand on amène dans l'outil, tout est cuit, on n'a pas trop de soucis à positionner. On se pose plus de questions. On parlait de nos fameux boutons tout à l'heure. Et ben effectivement, on a un outil spécial là, du coup, sur SendinBlue qui nous permet d'ajouter nos fameux boutons. Ces fameux boutons qu'on va pouvoir personnaliser au max, taille, couleur, style d'écriture, bouton carré, bouton rond, bouton triangle. Je ne suis même pas sur le triangle, j'exagère un petit peu. Mais en tout cas, on le voit, hein, la hauteur, la taille, etc. On va pouvoir créer nos boutons et mettre, voilà, le but du jeu, c'est qui flash, qui s'affiche, qu'on les voie comme il faut et qui soient attirants. Les espaces, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en gros, les espaces, c'est pour donner un petit peu d'air à votre newsletter. C'est-à-dire que photo, texte, photo, bouton, oui, mais si on a une newsletter qui commence à être assez conséquente, et probablement si on fait qu'une newsletter par mois ou qu'une newsletter par trimestre, on a peut-être beaucoup d'infos à donner. Dans ce cas-là, on aère, on met des photos. Ça peut être par des petits bandeaux photos très, très fins. Ça peut être par des petites, juste des espaces de blanc pour aérer. Ça peut être par un petit séparateur. On verra un petit peu ce qu'il y a, mais effectivement, aérer un petit peu pour essayer de ne pas être le plus bloc possible. Aujourd'hui, avec la nouvelle version d'utilisation
de nos mails, notamment sur les téléphones portables, on n'est plus trop à se dire le mail est trop long. Avant, c'était ça, il y en a trop, je zappe. Aujourd'hui, on a pris cette facilité du scroll, c'est-à-dire qu'en fait, on prend notre téléphone et le fait de scroller, c'est monter notre petit doigt du bas vers le haut pour lire. C'est une habitude qu'on a C'est pris bien, sur ouais. les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, en fait, on n'a plus trop cet esprit de il y en a trop, j'en ai marre. Donc, il faut effectivement peser, faire attention. Évidemment, il ne faut pas non plus que ça soit 4 kilomètres. Mais j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'espace à aérer, même si ça fait un scroll de plus pour le client. Ce n'est pas bien grave. On a commencé à prendre cette habitude-là. Aujourd'hui, pour ceux qui sont un petit peu plus anciens, et je me mets dedans, vos enfants passent 3h30 à scroller sur TikTok, toutes les vidéos et les photos qu'ils peuvent trouver. C'est une habitude, en fait. Il n'y a aucun souci. On a tous un doigt qui a gonflé en 2 ans à force de réaliser ça. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. On essaie voilà, d'être raisonnable, mais on ne va pas se gêner pour faire souffler le lecteur. Ah bah c'est à moi. Je laisse la parole à mon David sur la partie fichier client. Le fichier. Alors, je vais juste faire une petite aparté et je reviens, et désolé, mais peut-être que je n'ai pas été assez précis tout à l'heure sur le RGPD. Je voulais vraiment vous donner le maximum d'infos. Parce que j'ai eu pas mal de questions-réponses sur le sujet. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord, le RGPD, ça n'est pas uniquement un formulaire, hein. Le RGPD, c'est une démarche globale qui va intégrer, certes, votre fichier client, mais qui peut aussi intégrer vos salariés si vous en avez, vos clients, vos fournisseurs. Enfin voilà, c'est vraiment une démarche globale. Donc, le RGPD, d'accord, il faut vous justifier du consentement quand vous faites du marketing, en gros, mais il faut aussi intégrer l'intégralité des données que vous utilisez dans l'entreprise et aussi pour faire les choses correctement, il faut qu'il y ait un registre qui soit établi pour recenser les usages. Alors, le registre, ce n'est pas un annuaire avec toutes les données de vos clients, salariés, fournisseurs. Hein, c'est les usages, en gros. Mais il faut, voilà, le RGPD, c'est une démarche globale que vous intégrez au niveau de l'entreprise. Ça ne se limite pas à un formulaire de contact ou un formulaire papier que vous allez faire remplir à vos clients. Donc là, une fois encore, les conseillers chambre de métier sont vraiment là pour vous accompagner dans cette démarche et faire les choses dans les clous. Voilà. Donc, je reviens sur le fichier. Donc, effectivement, le fichier client est vraiment l'élément, la pièce maîtresse de votre campagne newsletter. Donc, on va voir ce que c'est ce fichier client. Il faut d'abord, avant tout, réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le RGPD, réfléchir à la structure de la base et de sa pertinence. C'est-à-dire que est-ce que dans le fichier que j'ai ramené en gros dans Sendinblue, j'ai intérêt à ramener l'âge? Est-ce que dans le fichier que j'ai ramené dans Sendinblue, j'ai intérêt à ramener le nom le nom de mon client si habituellement je l'appelle par son prénom? Est-ce que j'ai intérêt, alors si je ne l'appelle pas par son prénom, ça veut dire que j'ai utilisé monsieur, madame. Est-ce que cette information existe dans ma base de données et comment elle est affichée? Est-ce que c'est MR ou est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est toujours la même forme? Ben voilà, il faut vraiment se poser sur la question du fichier parce que c'est ce qui va vous servir derrière à envoyer votre newsletter et à personnaliser, on l'a dit tout à l'heure largement, et à personnaliser votre newsletter avec les informations dont vous disposez. Donc, on l'a dit, ce qu'il faut, c'est s'économiser de la saisie en récupérant les infos dans la mesure du possible. C'est-à-dire que vous avez forcément un fichier client qui traîne quelque part. Moi, j'ai plutôt tendance à vous conseiller d'utiliser votre logiciel de facturation vous avez un logiciel de facturation, il y a forcément moyen de sortir les données de ce truc-là. Il est hors de question que vous retapiez, vous ressaisissiez les données de vos clients. Ce n'est pas possible parce que ça va vous faire perdre un temps fou. Donc, il faut essayer dans la mesure du possible de récupérer l'info, soit par un fichier, votre fichier de facturation,
soit si vous avez un site de vente en ligne, par un export des clients. Enfin voilà, il faut récupérer la majeure partie des infos et ça passe par ces logiciels-là. Intégrer le client test, ça c'est toujours, alors Lionel l'a dit tout à l'heure quand il parlait d'utiliser les boîtes mail, d'autres boîtes mail que la vôtre, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Mettez dedans un client test qui va être vous, qui va être une boîte mail que vous allez utiliser avec une boîte La Poste, Orange, ou Gmail ou n'importe quoi. Enfin, voilà, des clients tests que vous allez pouvoir disséminer comme ça, qui va vraiment vous mettre à la place du client. Et vous allez comme ça ainsi pouvoir vérifier ce que le client reçoit et dans les mêmes conditions que le client. Ça, c'est vraiment important. Adapter, on l'a vu, c'est-à-dire récupérer l'info, la reformuler, la réadapter. Importer, ça on va voir. Donc importer, c'est-à-dire que j'ai exporté les données de mon logiciel de facturation, par exemple, je le retripatouille et je l'importe dans mon logiciel Sendinblue. Là, on va voir, il y a un terme qui s'appelle le mapping, et je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. D'autres choses, vous allez pouvoir placer vos contacts dans une liste. Donc ça, on verra concrètement ce que c'est dans Sendinblue. Et au demeurant, Sendinblue va vous permettre ponctuellement, quand vous voulez, mais il vaut mieux le faire de manière ponctuelle, d'ajouter manuellement un contact. C'est-à-dire que vous avez oublié de saisir un contact ou vous avez un client qui se rajoute et vous dites zut, il n'était pas dans mon import original, que vous allez pouvoir le rajouter manuellement. Donc il n'y a pas, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez importer en masse et aussi ajouter manuellement. Filtrer, c'est comme le filtre à café, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des filtres sur votre base de données. Admettons que vous ayez dans votre base de données tout, des messieurs, des madames avec des âges différents, etc., vous allez pouvoir sortir toutes les dames de plus de 40 ans, par exemple. Enfin, alors je la refais, pardon. Vous allez pouvoir envoyer votre newsletter à toutes les dames de plus de 40 ans. Donc, voilà, ça c'est typiquement ce qu'on appelle filtrer en informatique. Alors, je crois que là, normalement, voilà. Alors là, j'ai certainement bidouillé. Est-ce que vous voyez mon explorateur, Lio? Pardon, excuse-moi. Oui, 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 je vois tout, il n'y a Nickel. aucun souci. Parfait, merci. Voilà, alors typiquement, je vous montre ici ce que c'est. C'est-à-dire que ça, c'est exactement ce qui sort, par exemple, d'un logiciel, de gestion. Vous voyez, vous avez la civilité, le nom, le prénom, facturation avec des champs, avec des virgules. Ça, c'est ce qu'on va vraiment récupérer d'un logiciel de gestion. C'est ce qu'on appelle un fichier structuré. Pourquoi on appelle ça structuré? Parce qu'en fait, si on remplace si on remplace les points-virgules que l'on voit ici, en définitive, ça va structurer en définitive un tableau comme on peut les voir dans Excel. D'ailleurs, je vais vous montrer une fois qu'on ramène ce fichier client dans Excel. Donc, c'est le même. Hein. Hop là. Voilà. On retrouve les informations de manière très structurée. Vous voyez, donc là, on a le code client, le nom et le nom et le prénom des clients, la civilité, le monsieur, madame, alors mademoiselle n'existe plus, l'adresse, etc. Et quand vous disiez tout à l'heure d'adapter, typiquement, ça va être ça. C'est-à-dire que vous voyez, ici, par exemple, Lambert Stéphanie, si vous voulez faire quelque chose de personnalisé à cette cliente, ça va être excessivement compliqué parce que vous n'allez pas décemment pouvoir lui envoyer un mail. Cher Lambert Stéphanie, vous voyez, ça tombe bizarre, quoi, ça saute bizarre. Donc, il va falloir séparer le prénom du nom pour pouvoir faire, selon vos pratiques dans l'entreprise. Hein, on voit beaucoup maintenant les gens qui appellent leurs clients par leur prénom, d'autres qui restent plus conventionnels et ça marche bien aussi. Mais ça veut dire que là, ici, il va falloir que l'on sépare le nom du prénom. Et ça, il faut le faire de manière informatique, un peu comme je vous l'ai fait ici sur le côté, en séparant vraiment les choses complètement, quoi, en ayant une colonne avec la civilité, une colonne avec le prénom et une colonne avec le nom. Plus les choses sont séparées, plus ça vous donne de flexibilité dans la personnalisation de votre newsletter et je dirais dans vos publics postages, même papier. Finalement, la règle est exactement la même. Idem sur les codes postaux, les villes. C'est-à-dire que si vous voulez faire un zonage uniquement
sur des communes qui habitent sur la commune uniquement de Vesoul en mettant 70 000, eh ben, il faut que vous ayez cette information-là et de manière unique, c'est-à-dire dans une colonne. Comme ça, si elle est seule dans une colonne, alors vous allez pouvoir filtrer sur cette information. Voilà. Et donc, le fichier que finalement, on va ramener dans Sendinblue, ça va être un fichier qui va ressembler à ça. C'est qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai estimé que j'avais besoin de l'adresse mail. Ben ouais, ça peut aider pour envoyer une campagne par mail. La civilité, le nom, le prénom. Raison sociale, je l'ai mis, mais pas forcément utile. Et ici, la ville, parce que j'ai envie de faire quelque chose sur un ciblage par ville. Hop là. Oui, alors on va ensuite voir comment ça se passe dans Sendinblue. Juste deux, trois choses évidemment importantes. Remplissez le maximum d'informations, c'est-à-dire que ne négligez pas, Lionel tout à l'heure l'a dit en parlant du footer, c'est-à-dire si on traduit en français, parce que dans le Jura ils sont très très anglais. C'est pas vrai, j'ai traduit le pied de page. On peut parler bêtement du pied de page. Donc, en fait, le maximum d'informations est récupéré là. Alors, c'est-à-dire que si vous mettez votre adresse physique, votre code postal, votre téléphone, etc., c'est autant d'informations que vous n'aurez pas à ressaisir dans votre pied de page. Donc, c'est vraiment important de renseigner le maximum d'informations. Utiliser une adresse mail personnelle pour l'utiliser en tant qu'expéditeur. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ne me mettez pas des adresses genre, je ne sais pas moi, contact@gmail.com ou monentreprise@gmail.com. Il faut vraiment avoir des adresses. Alors ça, nous, les conseils numériques, on s'use à le dire, il vous faut absolument désormais des adresses mail avec un domaine, c'est-à-dire que fini les adresses, je prends la dernière, priscillacotet@gmail ou tartampion.fr, il vous faut vraiment un priscilla@cotet.fr, esthétique2000.com, enfin voilà, vraiment, il vous faut vraiment ces choses-là, un nom de domaine, ça s'appelle, retenez bien le terme, un nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte une fortune, ça coûte même pas 10 balles par an, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment faire ce saut-là, c'est vraiment vous professionnaliser vraiment votre adresse mail. Et ça rentre complètement dans ce que disait Lionel tout à l'heure par rapport au spam, et on avait la question tout à l'heure, les spams aussi passent des grandes, comment dire ça, des grandes messageries publiques comme Orange, Gmail ont une mauvaise réputation dans les logiciels de traitement de spam. C'est-à-dire que quand un logiciel de messagerie, un serveur de messagerie voit arriver une adresse mail Wanadoo, Orange ou non pas la Poste encore, ou Gmail, ils se disent il y a quand même un pourcentage pour que ce soit du spam. Donc ça veut dire que vous, si vous vous pointez avec ma petite entreprise artisanale @gmail.com ou @wanadoo.fr, vous allez forcément passer dans les spams. Donc c'est pour ça que nous, on recommande et on convertit même les entreprises artisanales, on implore les entreprises artisanales à avoir leur propre nom de domaine pour être plus sécurisé et surtout plus pro en termes d'image numérique. C'est ça. Je me permets juste de rebondir 3 secondes. Le nom de domaine, c'est effectivement notre www.monentreprise.fr. Et en fait, c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous avez un nom de domaine pour votre site Internet ou votre futur site Internet. Et très souvent, voire obligatoirement, est offert avec ce nom de domaine une adresse email compatible, c'est-à-dire que ce n'est pas un achat supplémentaire. Donc, on va acheter notre nom de domaine, www.lionelsalinas.fr, et j'aurai donc une adresse mail compatible, contact par exemple, @lionelsalinas.fr. On n'est pas obligé d'acheter un nom de domaine si on n'est pas obligé d'acheter un nom de domaine juste pour avoir un site Internet. Ça peut être effectivement juste un achat pour cette fameuse adresse mail. Et puis, si plus tard, j'ai le temps, j'ai l'argent pour créer mon site Internet, et ben bingo, on aura déjà le nom de domaine qui sera enregistré. Ça, c'est pour vous. Et c'est aussi pour votre image, en fait. Moi, c'est quelque chose que je ressors souvent parce qu'on est dans le numérique, mais on est aussi dans la communication, enfin, en tout cas moi. Et sur le principe, c'est aussi un principe d'image. Avoir une adresse mail avec un contact @monentreprise.fr, ça donne une image un peu moins, on va dire, amateur et un peu plus professionnel sur le camion, sur la voiture, sur les flyers.
sur les affiches, etc. Le Gmail, le Wanadoo, le La Poste, le Alice ADSL pour les plus anciens. Ça fait un peu moins pro. Voilà, je dis pas que ça a fait, je dis pas que ça a fait, comment dire, pas propre, mais ça, voilà. Donc on va se dire, tiens, allez, j'ai fait un super logo, j'ai une super charte graphique, j'ai des super cartes de visite avec des belles couleurs, etc. Et ben on va au bout de notre image et on fait une adresse mail et un site internet avec un nom de domaine pro. Merci Ouais. David. Alors, moi qui suis beaucoup moins fun et beaucoup moins comme que Lionel, il y a aussi un phénomène qui est important sur le coût du nom de domaine, c'est comment dire ça, c'est la réservation de votre nom d'entreprise. C'est-à-dire que le nom de domaine, admettons que voilà, je vois passer le Laurent Stirneman que je salue parce qu'il est dans ma commune. Si on a un Stirneman, si le nom de l'entreprise c'est entreprise Stirneman, on va pouvoir déposer le nom de domaine. Parce que si demain, moi, en tant que David Ritten, je veux déposer le stirneman.com, je peux complètement le faire si Laurent ne l'a pas fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça protège, outre le côté de ce qu'on est en train de parler, d'Al, de l'image de marque, de la professionnalisation numérique, etc. Il y a un côté beaucoup plus terre-à-terre qui est la protection de votre nom, du nom commercial de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors ça, c'est pareil. On est évidemment tous les conseillers numériques chauds sur le sujet. Je vous dis, ça coûte 10 balles par an, quoi. Le nom de domaine seul. Après vient l'hébergement, etc. Et vous pouvez très bien démarrer avec simplement le nom de votre entreprise et on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet. Alors, je reviens à mon truc parce qu'on s'est évadé complet. Sur la création du compte, là, c'est pareil. Question de sécurité et question de RGPD. Choisissez un mot de passe très, très fort pour sécuriser et garantir la sécurité de vos données. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que votre compte Sendinblue soit, vous avez une attaque sur votre PC ou n'importe où et que vous fassiez pirater votre compte. Il ne faudrait pas que celui qui pirate votre compte ait accès aux données de vos clients, quoi. Donc ça, il faut vraiment choisir un mot de passe très fort pour accéder à Sendinblue. Et d'une manière générale, tout ce qui est en ligne. Quand vous avez un accès en ligne à un WordPress, enfin voilà, tous les outils que vous allez pouvoir utiliser en ligne, il faut vraiment mettre des mots de passe copieux à 11-12 caractères pour vraiment faire quelque chose de fort et éviter de se faire craquer. Alors, j'en suis où? Démarrage de la campagne, c'est marqué dessus. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Hop là, de l'autre côté. Donc, moi, si vous voulez, j'ai déjà créé mon compte, etc. Voilà, on arrive là-dessus. Je ne vais pas vous remontrer toutes ces étapes-là. La première des étapes que je vais vous montrer, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est par rapport au fichier client. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Je vous montrerai l'interface après. C'est vraiment par ce sujet-là qu'il faut commencer. Donc, on va ici dans les contacts. Donc, les fichiers clients dans Sendinblue s'appelle contact. Et donc, ici, vous voyez que vous allez pouvoir à la fois, au choix plutôt, ajouter un contact, comprendre manuellement ou importer des contacts. Donc, c'est là que je vais en fait ramener mon fichier dont je vous parlais tout à l'heure et je vais pouvoir le ramener directement dans Sendinblue. Ici, je vais pouvoir lui dire, je vais télécharger un fichier. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, le fichier CSV, si vous vous souvenez, c'est le fichier tout moche avec les points-virgules. Le fichier TXT, en définitive, c'est la même tronche, c'est-à-dire que c'est aussi un fichier comme ça structuré en mode texte, donc avec ce qu'on appelle des séparateurs, ce sont des points-virgules, des virgules, c'est des choses comme ça. Et évidemment, vous allez pouvoir ramener un fichier Excel qui est quand même plus connu et plus commode surtout à gérer que les fichiers texte. Donc, évidemment, c'est l'option qu'on va choisir. Donc là, tout simplement, je clique là-dessus, je vais aller récupérer mon fichier, hop là, mon fichier client que j'ai nommé fichier import, clac, il me le ramène, tranquille. Donc là, on retrouve exactement ce que je vous montrais tout à l'heure dans Excel, on retrouve exactement les mêmes infos. Donc là, il me demande ici de confirmer mon fichier, ce que je fais. Et là, c'est là qu'est importante l'histoire du mapping. En fait, l'histoire du mapping, c'est ici. C'est exactement à cette étape-là. Vous voyez, c'est marqué là-haut.
En fait, le mapping, pour parler français, c'est faire correspondre en fait la base de données que vous amenez d'extérieur, votre fichier client, avec la base de données de Sendinblue. C'est en fait faire correspondre en définitive les en-têtes de colonnes des deux bases de données qui vont être partagées. D'accord? Donc là, on voit par exemple, en tête du fichier, pas de souci, email, il a vu email en face, pas de problème. Civilité, il connaissait déjà l'info. Par contre, vous voyez par exemple, le nom, il ne connaît pas. Donc par défaut, et c'est ça qu'il faut, notez-vous ce petit point-là, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que par défaut, s'il ne connaît pas l'information, il ne la ramène pas. Donc si vous avez besoin, par exemple, du prénom, comme c'est le cas ici, si vous avez besoin du prénom, il va falloir venir ici dans la liste déroulante et lui dire là, ajouter un nouveau champ que j'appelle prénom. Voilà. Ouais, forcément, ça existe déjà. Donc je triche, hop, prénom client, et je lui dis créer. Et à ce moment-là, on a bien ici le champ prénom de ma base de données qui va aller dans le champ prénom client de Sendinblue. D'accord? Et ainsi de suite. Donc après, vous déroulez. Donc là, la ville, alors je crois que ça existe déjà. Ouais, c'est ça. Donc là, je la fais correspondre. L'objectif est que ici, vous allez ramener que ce que vous voulez ramener. C'est-à-dire que l'activité, finalement, j'en ai pas besoin. Et ben, je vais lui dire ne pas importer. Et donc, doit être en bleu les champs que vous allez ramener dans Sendinblue. OK? Voilà. Et donc, une fois que… Alors, prenez bien le temps, vraiment, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, prenez bien le temps, surtout au démarrage, de bien relire cette étape-là, parce que après la refaire, c'est compliqué, parce que vous allez avoir des doublons et tout machin, c'est un peu pénible. Donc, autant prendre le temps de bien lire ligne par ligne ce qui s'y passe, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas refaire le boulot. Voilà. Et donc là, j'ai confirmé le mapping, comme on dit dans le Jura, et c'est ici que je vais lui dire qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire que là, un peu comme on le fait maintenant dans les carnets d'adresses, on va pouvoir créer des listes. On va pouvoir créer des listes dans lesquelles on va ramener nos clients, on va distinguer nos clients, enfin nos contacts. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une liste client, une liste prospect, une liste fournisseur, une liste bons clients, pourquoi pas. Et je vais pouvoir faire différentes listes comme ça et pouvoir ainsi choisir, parce qu'une fois que j'ai ramené mes contacts dans Sendinblue, ils y restent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est amené à refaire, alors, sauf à réactualiser, évidemment, parce que vos clients évoluent. Mais ce boulot-là, on ne le fait pas toutes les semaines. Donc ici, hop, je vais créer une liste que j'ai appelée webinaire Sendinblue. Voilà. Dans la liste d'envoi. Donc là, j'ai sélectionné mes champs, j'ai sélectionné mes contacts et je vais donc les ramener dans ma liste qui s'appelle webinaire Sendinblue. Et voilà. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. On revient il y a en gros quasiment une heure maintenant. Dans Sendinblue, je vous l'avais dit, Sendinblue est un logiciel opt-in, c'est-à-dire que c'est à vous de certifier, et on voit que c'est ici, c'est à vous de certifier que vous avez bien que vos clients ont explicitement donné leur accord. Vous voyez que ce n'est pas pour déconner, c'est vous qui certifiez ça. Ce qui se passe si vous le certifiez et que ce n'est pas vrai, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le client va remonter naturellement soit sur vous et ou sur la plateforme Sendinblue. Sendinblue va dire à la CNIL, bah, attends, moi, ils m'ont certifié, regardez la case, ils m'ont certifié que leur fichier était, que leur client leur avait donné le consentement. Visiblement, ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, ça va se retourner contre vous. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec ça, hein, vraiment. Ce que je peux vous dire aussi, alors là pour les mails, finalement, c'est assez facile parce que vous voyez que c'est une case à cocher. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du RGPD, c'est que pour une campagne SMS, c'est impossible. C'est-à-dire que là, il faut vraiment envoyer à un contact, à une adresse mail chez Sendinblue, vraiment le formulaire que le client a ramené. Et une fois qu'ils l'ont, là seulement, ils vous débloquent les crédits et vous allez pouvoir envoyer la campagne SMS. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment une étape qui est importante et que vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Confirmez votre import.
Voilà. Donc là, il me ramène. Alors, j'ai dû louper. Ah non, je sais pourquoi. Ouais, c'est pas le même champ. Voilà. Donc là, on voit qu'il me ramène en fait les clients, les clients que j'ai utilisés. Bon, ma base de données, elle est usée là, à force de faire des essais dedans. Donc j'ai Et plusieurs champs qui s'appellent. c'est ce que Enfin, j'allais dire. On voit que David a de la bouteille parce qu'on a du Alice, du AOL.fr. Donc là, on est vraiment sur du très ancien, hein. ah, je suis un vieux. Hein, je suis un vieux. Ah, c'est surtout des adresses bidons. Oui, je me doute. Parce que, Surtout en tant que formateur RGPD avec des vraies adresses, ça aurait été compliqué quand même. ça aurait été compliqué. Alors, donc voilà, donc là on a fait une bonne partie du boulot, je dirais la partie la plus pénible, qui va être la partie base de données qu'on a ramenée, qui une fois encore, une fois que c'est fait, on y revient, mais uniquement en mode ajout. Hein. Alors là, en fait, pour les nouveaux, en fait, vous embêtez pas. Hein. Si votre fichier client évolue, il évoluera, vous ramenez tout. Hein. Vous embêtez pas à sélectionner ceux qui sont dedans, ceux qui ne le sont pas. Sendinblue fera le boulot. C'est-à-dire que si on voit ringuet-nathalie@orange.fr, Sendinblue saura dire qu'elle est déjà dedans et donc le ramènera pas deux fois. Si les informations sont identiques par rapport à la version d'avant, il ne va pas ramener deux fois l'information, soyez-en sûrs. Alors, on va voir maintenant comment que ça se passe pour de vrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà un peu préparé le boulot, mais j'ai quand même vous faire quand même le tout départ parce qu'il est vraiment important. Juste pour info, Sendinblue a complètement modifié sa plateforme il y a 2 jours. C'est-à-dire que quand j'ai préparé le webinaire la semaine dernière et il y a 2 jours, ben l'assistance, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'écran, avait complètement été modifié, mais vraiment de manière importante. Donc Lionel le dira, je suis vieux, donc j'ai mes habitudes, donc j'étais un peu, j'étais un peu perdu. Mais donc voilà, mais en fait finalement c'est bien plus simple comme on fait. Alors en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une campagne email. C'est comme ça. Nous on parle depuis tout à l'heure d'emailing, etc. Traduit dans le langage Sendinblue, on fait une campagne email. Donc on va créer une campagne email. Donc on va donner ici un nom. Donc en fait ce nom il est pour vous. D'accord. Donc, on va marquer lancement de notre nouveau site. Donc, ça, ce nom, c'est pour c'est pour le retrouver dans la liste des campagnes que vous aurez déjà faites. Ça permet de récupérer l'info facilement. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter la vie à lire tout le temps, peut-être que vous pouvez utiliser cette petite ruse de geek qui consiste à mettre l'année et le mois, par exemple, directement au-dessus, comme ça vous les avez direct, même si Sendinblue vous indique vraiment la date exacte, mais c'est peut-être plus facile à lire. Là, je vous laisse faire, c'est votre organisation, je n'ai pas à intervenir là-dedans. Et donc, après, on va voir ici un assistant. Donc, c'est en fait en ça que c'est hyper bien fait maintenant, ce qui était un peu moins le cas avant, mais on avait exactement la même info, on n'a pas perdu en info. C'est-à-dire qu'on a ici des étapes. Avant, on avait des étapes qui étaient, je dirais, horizontales, c'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur suivant, passer à l'écran d'après, etc. Là, en fait, ils nous ont fait un assistant vertical où, en fait, en gros, on coche les cases et ça va hyper bien. Donc ici, qui. Donc le 2, c'est qui envoie l'adresse mail. Donc je vous renvoie sur ce qu'on disait il y a 10 minutes, sur la nécessité absolue d'avoir une adresse mail personnelle avec le nom de domaine et compagnie, je ne vous remets pas une couche là-dessus, et surtout d'avoir un nom qui soit facilement identifiable. D'accord. Donc vous, si vous êtes selon ça, il faut vraiment intégrer la façon que vous avez de communiquer avec vos clients. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, je prends un exemple tout bête, les coiffeuses. En général, les coiffeuses, elles communiquent beaucoup les clientes appellent leur coiffeuse facilement par leur prénom. Ça peut être pertinent ici de marquer hop, David, plutôt que de marquer David Ritten, chambre de métier, machin, truc muche, hop, David, machin, votre coiffeur chez Air Création. Ouais, ça peut être des choses comme ça. On parlait de personnalisation, ça peut être vraiment ça. C'est-à-dire que quand le client va recevoir votre mail, il va voir tout de suite qui c'est qui lui écrit. Hein, et ça ne va pas être du contact ou alors un truc @gmail complètement impersonnel. Il saura en un coup qui lui écrit et déjà il va dire ah bah tiens c'est cool, c'est elle ou c'est lui. D'accord. Donc là j'enregistre.
Vous voyez, alors, hop là, je reviens parce que je ne suis pas encore habitué non plus à l'outil. Vous voyez qu'ici, comme vous le disiez Lionel tout à l'heure, ils ont même fait l'aperçu directement en mode téléphone, hein, comme le reçoivent les clients. Hein. Donc, vous voyez que là, on voit tout de suite ce qui se passe côté client, à quoi ça ressemble. À qui vous allez écrire. Donc, on va ici ajouter des destinataires. Donc là, on va aller tout simplement rechercher dans ma liste qu'on a fait tout à l'heure, la liste webinaire Sendinblue, à qui je vais écrire. Je pourrais ainsi écrire à plusieurs catégories de personnes. C'est-à-dire que je pourrais très bien écrire à des prospects, à des clients, à des fournisseurs pour faire une information générale. Le tout, c'est que ces contacts, ces adresses mail, finalement, soient organisés et soient organisés dans des listes. D'accord? Donc là, tranquille, je mets ça. Donc, j'ai coché. Hop là. Donc, j'ai 14 destinataires. Là, on a ici des conditions. Donc, ça, il est 10h15, donc ça va être compliqué d'aller plus loin, mais en fait, c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre des filtres, c'est-à-dire que je vais envoyer les gens, aux gens qui habitent Vesoul, à ceux qui habitent Versexel, mais je ne veux pas mettre les gens qui habitent dans le 90, par exemple. Voilà, c'est ces conditions qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Donc là, j'enregistre. Hop là. L'objet. Donc ça, c'est éminemment important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va devoir accrocher le client, mais direct. Il va falloir, on a le nom et on a l'objet. Voilà. Donc éviter les trucs. Alors, je ne vous cache pas ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, vous allez être complètement accro. Ça, c'est l'accroche que j'ai fait pour la démo que je prendrai tout à l'heure. Voilà, vous allez être complètement accro. Vous voyez. Donc ici, on voit directement ce que va recevoir le client. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Un truc que je peux vous conseiller et que je vais vous mettre dans le fil de discussion, c'est n'hésitez pas à utiliser des emojis dans vos sujets. Hop là, alors, je vais vous le mettre à l'écran. Ouais, ça peut être rigolo et voilà, c'est tout bête. Vous allez faire un copier-coller comme ça, hop, et que vous allez rajouter directement dans votre objet. Ça, c'est pareil, c'est aussi désormais attendu. Je vous le mets dans le fil de discussion. Hop là, comme ça, vous l'aurez. Voilà, vous faites des trucs comme ça. Aujourd'hui, les téléphones, les adresses mail, les téléphones et les logiciels de messagerie sont complètement capables de recevoir ces trucs-là et de les afficher correctement. Donc, il ne faut absolument pas s'en priver. Ça permet de, comment dire ça permet d'accrocher un peu plus votre client, en fait, hein, et d'attirer l'attention sur votre mail parce que l'enjeu est fort. Alors, je ne vais pas concevoir l'email tout de suite. Je vais juste vous montrer 2 points dans les paramètres avancés qui sont vraiment importants. Donc, le reste, c'est pas top, mais voilà, c'est un peu plus poussé. Il y a 2 points qui sont importants, qui sont l'ajouter une pièce jointe, c'est-à-dire que si vous voulez annexer à votre… J'avais une question tout à l'heure sur l'envoi de nouveaux tarifs à 300 clients. Ça peut être aussi pertinent d'informer les clients de manière générale, tiens, on a modifié nos tarifs, etc., plutôt que de faire un listing tout moche que vous allez mettre dans votre Sendinblue, annexez-le. Vous le joignez à votre mail. Ça n'empêchera pas que dans le contenu de votre mail, vous allez pouvoir mettre des informations pratiques, revaloriser votre savoir-faire, revaloriser votre local commercial, amener des conseils pratiques à vos clients dans la newsletter. Et malgré tout, vous allez joindre votre nouvelle grille tarifaire, vous l'annexez directement à votre email. Comme ça. Alors attention, là de grâce, prenez des formats qui soient 100% compatibles. Allez pas me mettre des formats numbers qui sont des formats que seul Apple lit. N'allez pas me mettre des formats ODS ou des trucs comme ça, hein, des trucs un peu tordus. Mettez vraiment du PDF, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Le PDF, vous êtes sûr qu'il passe à tous les coups. Hein, ça, il y a pas… voilà, vous enlevez un souci. Ce qui est important aussi de cocher, alors l'ajout d'une pièce jointe, ce n'est pas obligatoire, on est d'accord, hein, c'est simplement
je fais juste une redite là-dessus, c'est plutôt que de mettre un contenu complètement rébarbatif dans votre newsletter, si c'est une grille tarifaire, vous l'annexez en pièce jointe. Hein. C'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Activez également le lien miroir, c'est-à-dire que vous savez, vous l'avez forcément vu quand vous recevez une newsletter. Cliquez ici pour lire dans votre navigateur. Ça, c'est à vous de le cocher, ça n'est pas par défaut. Donc, c'est activer le lien miroir qui, en cas de difficulté, par exemple, sur le logiciel de messagerie que vous allez avoir, en cas de difficulté sur ce logiciel-là, le client pourra cliquer et alors votre mail sera affiché sur un navigateur standard, genre Safari, Firefox, Edge, enfin, tous les navigateurs du marché et le navigateur que vous utilisez. Et au moins, vous êtes sûr que s'il n'est pas lu dans le logiciel de messagerie, ça peut arriver. Au moins, il sera lu sur le navigateur et là, vous n'aurez plus de questions à vous poser sur la qualité du rendu. Voilà, donc c'était vraiment ces deux éléments-là que je tenais à vous montrer dans les paramètres avancés avant de vous montrer la conception. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché, c'est que j'ai déjà préparé un petit peu le boulot en amont parce que je savais, je vous avais prévenu qu'on serait un petit peu, qu'on serait un petit peu à la bourre. Voilà, on va revenir. Hop là. Ouais, il est là. Ok, pardon. Voilà, on va revenir ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, en fait, alors, pardon, je vais revenir. Je vais un peu vite, c'est que je vois l'horloge tourner. Voilà, ici, donc je reviens à ça. Donc, on est deux, hop, l'objet. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Objet, on vous prévient, vous allez être complètement addict. Notre nouveau salon va vous rendre dépendant de nous. Donc, voilà, là, je l'ai tourné de manière un peu accrocheur, mais un peu rigolo pour avoir une chance d'être lu. Je suis parti du principe que j'étais une esthéticienne, je sais, et que jusqu'alors j'étais à domicile et que je passais désormais en mode physique, c'est-à-dire avec un local commercial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait ma base de newsletter, donc avec les règles telles qu'elles doivent être faites. C'est-à-dire que j'ai ici ramené mon logo. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, et je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on ramène une image dans le truc. J'ai ramené déjà mon image. Alors, vous voyez qu'en définitive, Sendinblue part d'une grande page blanche dans laquelle, à chaque fois, on va ramener ici des blocs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, ici, ça, c'est un des premiers blocs. La question est de savoir maintenant comment vous allez vouloir présenter votre logo. J'ai une petite préférence, je ne vous le cache pas, pour les versions verticales parce qu'au moins, quand vous passez en version mobile, vous voyez ici, vous ne vous posez pas de questions sur l'aspect. C'est-à-dire que si vous avez un logo qui est horizontal, forcément, il ne va pas être écrasé parce que Sendinblue fait les choses correctement, mais il va être contraint par la taille de votre j'allais dire device, mais du matériel qui est derrière, en fait, hein, du portable. Donc ça, il faut vraiment, vraiment y faire attention. Donc j'ai une petite préférence, si vous en avez la possibilité, pour un logo qui soit plutôt un peu carré, qui permet un peu de s'adapter à tout. Chose importante également, quand on crée un bloc de logo, il va falloir lui définir une taille. Moi, le conseil que je peux vous donner également par rapport à ça, éviter la taille en pixels. Parce que la taille en pixels, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être contrainte et ça va représenter une limite. C'est-à-dire que si vous lui dites, eh ben, je veux une taille, mon logo fait, vous voyez, on le voit sur l'écran, fait 228, eh ben, je veux qu'il fasse 228 pixels. Mais seulement quand vous allez passer en mode mobile, pour redire ce que disait Lionel, notre geek du Jura, en mode responsive, c'est-à-dire que quand le truc va s'adapter, et ben, si vous mettez 228 pixels, il va être calé à 228 pixels et il ne bougera pas. Et ça va faire un gros paquet, et ça va complètement déformer votre newsletter. Donc, j'ai plutôt tendance à vous conseiller de mettre l'image en pourcentage qu'en pixels. Lionel, tu voulais intervenir? Non, non, j'allais dire ce que tu viens de dire, effectivement. C'est-à-dire que pour être sur du vrai responsive, comme tu le dis, et comme je le dis, c'est effectivement, en fait, on va demander aux images et aux textes de s'adapter à l'écran. Donc, effectivement, le côté pourcentage, et je suis entièrement d'accord, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bah, je veux que
telle image soit à 50% de l'écran, donc à 50% d'un petit écran de téléphone ou à 50% d'un grand écran d'ordinateur. Tout à fait. OK. Alors, chose importante ici, j'ai eu une question tout à l'heure qui me disait est-ce qu'on peut rajouter un prénom dans le truc? La réponse est évidemment oui, à condition que vous l'ayez anticipé. Alors, quand on dit un prénom, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être la civilité, la ville. Enfin, voilà, ramener une information personnelle de la base de données, la réponse est clairement oui, à condition d'y avoir pensé avant. C'est-à-dire que vous dites ah ben non, je voudrais mettre mon prénom, bah oui, mais elle n'est pas dans ma base de données. Donc, il faut évidemment y penser avant. Et dès lors que ça fait partie de votre base de données, donc je vous ai laissé ici la place, eh bien, dans mon bloc de texte, qui est là, je vais pouvoir rajouter ici par le petit bonhomme, qui est là, l'icône. Il va aller fouiller en fait dans la base de données et je vais récupérer, vous voyez, le champ prénom client que j'ai créé tout à l'heure pour à destination de l'information du prénom client, d'où le nom. Donc, je lui dis ici, eh ben, à cet endroit-là, tu me mets l'attribut, ce qu'on appelle en base de données le champ, l'attribut prénom client, et tu me l'insères. Bim. Et donc là, il est écrit direct comme ça. Alors, attention, comment dire ça, la manière dont il est écrit à l'écran, c'est-à-dire tout en majuscule, n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui va vraiment avoir la façon dont il va être écrit, c'est la façon dont elle est écrite dans la base de données. Donc là aussi, quand je vous disais tout à l'heure d'adapter votre base de données, c'est-à-dire que si vous avez tapé vos prénoms en majuscule, pensez aussi qu'une fois ramené dans votre base de données, c'est peut-être pas la meilleure forme qui soit. Et donc là, c'est pareil, il y a des tours de passe-passe à faire avec Excel. Si par exemple vous avez tous vos prénoms qui sont écrits en majuscule, il y a une formule de calcul qui s'appelle et non capital ou un truc comme ça, qui vous permet de l'avoir avec le M majuscule ARGAUD si vous appelez Margot. Ouais, c'est sorti. Donc ça, il y a des formules de calcul, des petits trucs et astuces comme ça qu'on peut retripatouiller sur une base de données pour éviter de ressaisir. Donc vraiment, il y a des ruses à ce niveau-là. Donc voilà, donc ici, vous voyez que ça répond complètement à la personnalisation. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous le montrer dans l'objet, mais je vous le montrerai après. Voilà, on peut complètement personnaliser le contenu d'une newsletter avec les informations de votre base de données. Et c'est en ça que c'est absolument génial. Donc voilà. Et donc après, tout le reste, c'est tout simple. Donc là, j'ai un bloc. Ici, j'ai un bloc. Et donc à chaque fois que je vais voir faire quelque chose, admettons ici, j'enlève ce bloc-là. Je vais le recommencer pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc je vais prendre ici ce bloc-là, que je veux comme ça, et je vais venir simplement l'amener là où je veux. Vous voyez que c'est là où je veux, c'est la grande ligne bleue qu'on voit ici à l'écran, et je le mets. Et donc ici, après, c'est bêtement du remplissage de cases. C'est-à-dire que quand ici, j'ai cliqué sur mon image, ici, crac, dans la partie à gauche, je vais avoir l'outil qui va me permettre d'aller chercher mon image. Hop là. Donc, je clique dessus. J'ai déjà des images qui sont enregistrées dedans. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais utiliser la fonction nouvelle upload. Donc, alors, c'est nouveau chargement, hein, si on traduit. Ça doit être Lionel qui a dû faire l'interface. Nouvelle upload. Nouvelle upload. Et puis là, j'ai ramené. Nous sommes envahis. Et j'ai ramené ici mon image. Donc voilà, donc là j'ai une image que évidemment j'ai retouchée avant. Donc vous voyez que là je vous ai laissé à l'écran exprès, c'est-à-dire que j'avais une image qui au départ faisait 1920 pixels. Pour l'adapter au mieux à, ma newsletter, et ben, je l'ai déjà descendu à 250 pixels de large. Comme ça, je ne me pose pas de questions dans la création de ma newsletter de quelle taille ils ont, comment je vais faire pour leur toucher. Je l'ai fait en amont et je suis tranquille, j'ai l'esprit libéré avec ça. Hop, ouvrir. Voilà, donc là, j'ai mon truc et je clique simplement. C'est vraiment d'une facilité déconcertante, quoi, hein. Donc voilà, donc là, je ferme ça. J'ai ici mon image. Hop, je clique et je lui dis insérer. Tac. Et à ce moment-là, simplement, il me le ramène. Donc là, celle-là, vous voyez qu'il l'a déjà recadré. Après, ici, j'ai mon texte. Donc là, ce que disait Lionel tout à l'heure, la notion de hiérarchie et d'architecture de la page, parce que c'est une page web en définitive, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que je vais avoir un titre
qu'on appelle, alors ils appellent ça heading. Il faut bien avoir à l'esprit que tout ce qu'on est en train de faire là, en fait, c'est comme si on faisait une page Internet sur un site Internet. C'est exactement la même logique avec les mêmes règles de présentation, d'avoir des titres avec des sous-titres, avec du texte qu'on appelle du contenu, des images, etc. On est vraiment, vraiment sur la même logique qu'une page web, hein, à l'identique. Donc ici, vous voyez que par exemple, sur mon truc, mon titre ici, hop, ma nouvelle crème magique. Voilà, pareil, je vais pouvoir lui donner hop, une mise en forme en heading 4, c'est-à-dire un titre 4. Voilà, et après, ici, je mets mon texte. Ici, à côté, je reveux une image. Hop, je vais en rechercher une qui est dans la galerie. Chose importante, les images que vous ramenez dans votre galerie restent dans Sendinblue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'une campagne à l'autre, d'un email à l'autre, je pense notamment au logo, vous n'êtes pas obligé de ramener à chaque fois les images. Elles restent dans Sendinblue. C'est un confort sans nom, parce qu'il y a effectivement des choses qu'on répète. Ça peut être le cas pour des illustrations, des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment pratique. C'est vraiment, vraiment pratique. C'est un outil qui est top, quoi. Qui est vraiment top. Hop là. Voilà. Ce qu'ils ont fait et ce qui est nouveau, c'est aussi cette notion de dossier. Ça, c'est vraiment sympa. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, voilà, créer dans vos images pour les organiser. Vous l'aurez compris, je suis un peu cartésien. On va pouvoir créer un dossier logo et basculer, par exemple, les images du logo dans le dossier logo. Parce que sinon, le risque, c'est d'avoir un paquet complet d'images et que ce soit la foire, quoi, en fait. Donc, vraiment pouvoir organiser vos images à l'intérieur de cette bibliothèque d'images. Mais une fois encore, vraiment, je vous conseille de les retoucher, de les retoucher avant. Voilà, par exemple, allez, pour le dernier, je vais mettre le logo, ça va pas. Ou le même. Enfin, voilà, vous avez compris la logique. Ce que disait Lionel tout à l'heure avec le call to action, ça arrive ici. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir mettre des liens en fait sur chacun des éléments qu'on voit à l'écran. Ça, c'est vraiment important. C'est hyper simple. C'est-à-dire que je clique ici sur mon image et je vais venir ajouter un lien, tout simplement. Et là, je vais aller chercher simplement le lien. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, par exemple, tiens, si on fait euh, notre portail Artisanat BFC sur les webinaires, hop là, toutes les actualités, hop, la semaine du numérique, on est dedans. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire que je clique ici, je fais un copier, je reviens là, je fais un coller. Ne vous embêtez pas à saisir les adresses, ce qu'on appelle les URL, les adresses. Vous faites du copier-coller, au moins vous êtes sûr que c'est écrit comme vous le voulez. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, si vous avez une boutique en ligne ou une plateforme de réservation, etc., au moins ça vous permet d'arriver directement sur la bonne page sans vous poser de questions. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Le titre du lien, bah voilà, le lien vers notre plateforme. Ça, c'est au cas où le lien ne serait pas disponible. Hop là, et j'insère. Vous voyez qu'à l'écran, il ne se passe rien. Et ici, quand je viens dessus, eh bien, j'ai le texte alternatif que j'ai écrit. Et on voit par contre que, contrairement, non, je dis une bêtise, j'ai le lien. Hein, je l'ai de toute façon. Et on peut le faire partout. C'est-à-dire que ici, le fameux voir plus dont parlait Lionel tout à l'heure, on peut le faire comme ça. C'est-à-dire que j'écris voir plus ici parce que j'arrive au bout, je refais un lien et je l'amène ici vers mon site et ainsi de suite. Et vous voyez qu'à partir du moment où c'est un lien, eh bien, j'ai la mise en forme voilà, du lien qui apparaît, le bleu souligné et compagnie. Ce que je peux faire aussi, c'est un bouton. Donc, je l'enlève et je vais vous montrer comment on le fait du départ. Et je vais venir ici tout simplement dans ma caisse à outils que j'ai à gauche et je vais venir amener mon bouton. Et ben, mon bouton, je l'amène où je veux. C'est-à-dire que si je le veux là, si je le veux là, si je le veux là, je le mets vraiment où je veux. Pareil, je le remplis comme du texte, mon bouton, ou alors
prendre rendez-vous et rebelote, je refais un lien vers le site. Vers n'importe quoi. Vous voyez qu'on peut faire d'autres choses. Ce qui est intéressant ici, et je vais vous le faire. On va faire ce que disait Lionel, qui était très pertinent tout à l'heure, comme d'habitude, je vais mettre ici le numéro ou appeler numéro. Là, ici, ça va me changer ma nature de lien. C'est-à-dire que ici, on ne va pas être sur une URL. Une URL, c'est une adresse de site Internet, mais on va être ici sur une fonctionnalité. La Sendinblue l'a intégré directement. Cliquez pour appeler ce numéro. Et à ce moment-là, vous remettez, peut-être pas vous filer mon mobile perso, qui s'affiche, bon, tant pis. Voilà. Je mets le numéro de téléphone, pouf, et c'est fini. Donc, en fait, on a bien deux informations à saisir. Le numéro de téléphone qui va être affiché sur le bouton, voilà, appelez-le, et on met le truc. Et on a dans le bouton le lien vers, effectivement, le vrai numéro de téléphone. D'accord? Voilà, donc voilà, ça, ce sont tous les outils qui sont alors, mais vraiment, vous l'avez vu, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a vraiment, c'est vraiment, et vous voyez que ce que disait Lionel tout à l'heure par rapport au bloc, à l'air, etc., ça se fait hyper intuitivement puisque vous n'avez rien à faire en définitive. C'est-à-dire que vous amenez votre bloc à la suite du précédent et vous y allez, quoi. Il vous crée. Alors après, tout ça se gère. Vous voyez, vous avez les outils à chaque fois qui vous permettent de gérer la largeur des colonnes, de bouger de bouger un bouton. Alors, je pense que là, je l'ai mis à un endroit qui va être bien pénible à bouger. Non, ça va. Voilà. Donc, je le mets ici. Vous voyez que tout ça se gère vraiment, comme on dit, en drag and drop. C'est-à-dire que je clique, je tire et je l'amène et c'est aussi simple que ça. Ce que vous ne pouvez pas toucher, en revanche, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que dans la version gratuite, donc dans les 300 mails par jour, eh bien, ici, vous ne pouvez pas bouger cette truc-là. C'est la contrepartie de la gratuité. C'est que vous avez ici le logo Sendinblue qui est marqué. Allez, c'est pas cher payé, c'est pas très visible par rapport au service que ça rend. Et donc ici, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure à la création du compte. La création de l'adresse, eh ben, je l'ai indiqué dans mon profil de compte, donc ça redescend ici. Ici, je peux, si je veux, si j'aime pas mon texte, eh ben, à la place, je vais lui mettre une image. Hop là, et je remets mon logo. Donc vous voyez que là, je le gère absolument comme je le veux, quoi. Donc ça, je fais vraiment ce que je veux avec l'outil. Et surtout, il n'y a rien qui n'est impossible et qui n'est pas modifiable. C'est ça qui est assez balèze, quoi. Voilà. Donc, il est 10h40, on est super à la bourre, mais je le savais. Donc, continuez. Je vais donc revenir sur le truc. J'en fais juste, pardon, ici. Si vous voulez personnaliser, vous voyez qu'on retrouve le petit bonhomme. Donc là, si je voulais personnaliser l'objet, je vais venir ici et venir lui chercher hop, le prénom client ou directement le client aura son prénom dans l'objet, histoire une fois encore d'accrocher. Voilà. On en est à la fin. Donc ici, j'enregistre et je quitte. Je vais pouvoir hop là, pardon, faire un aperçu et tester. Donc là, pareil, moi, ce que je vous conseille de faire, on a vu tout à l'heure les listes. Je vous conseille complètement de faire une liste que vous allez appeler bêta ou bon à tirer ou ce que vous voulez, une liste de tests bidons, d'adresses mail bidons qui sont soit des adresses mail de copains, soit une adresse mail des adresses mail pardon, que vous aurez créées chez Gmail, chez La Poste, etc. pour pouvoir tester. Il faut vraiment, avant d'envoyer l'emailing à vos clients, il faut absolument le tester et dans différentes situations, sur un Android, sur une tablette, sur un Apple. Enfin voilà, il faut vraiment tester au maximum. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et ça ne conviendra pas à tout le monde, c'est une certitude. Ça, il faut vous enlever un nœud avec ça. Il y a forcément des cas sur lesquels ça sera pas beau ou ça sera déformé, mais il faut que
que dans la majorité des cas, il faut que votre emailing soit propre et bien lisible avec les règles de présentation que vous a donné Lionel tout à l'heure. Ce test, on le fait une seule fois. Ce test, on le fait sur la première fois, sur notre première campagne Sendinblue. On se note un petit peu à côté après. Bon, ben voilà, la Poste, c'est réglé, Orange, c'est réglé, SFR, c'est réglé. Et une fois qu'on l'a fait une fois, pour les prochaines campagnes, on n'a plus besoin d'y revenir parce on l'a déjà pré-réglé comme il faut. Du coup, donc, on essaie de dupliquer, de récupérer les précédentes campagnes pour avoir les mêmes paramètres. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Lionel. Alors, non seulement je suis cartésien, mais en plus, je suis anxieux. Donc, moi, pour le coup, le test, je le fais vraiment à chaque fois parce que d'un texte à l'autre, d'un contenu à l'autre, on ne sait jamais. Moi, j'aime bien quand même le tester à chaque fois pour être sûr. Mais après, voilà, vous verrez, appropriez-vous l'outil, c'est ce qui compte. C'est vraiment ce qui compte. Voilà. Et puis, donc, après, on va envoyer. Donc, je vais mettre moi, comme ça, je suis dedans. Hop, j'enregistre. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir envoyer le test. Donc, vous voyez que je ne passe pas de toute façon à l'étape suivante. Je passe pas à l'étape suivante. Et il y a un truc qui est assez cool dans Sendinblue, qu'ils ont systématisé maintenant, qui n'était pas le cas avant, c'est que ici, par rapport à ce qu'on disait à l'instant par rapport au test, c'est qu'ils vous ont déjà facilité un peu la vie en vous mettant une fonction prévisualisée sur les clients de messagerie. Alors, ça va être plus ou moins long, c'est-à-dire qu'ils vous ont déjà fait ici sur des messageries web, genre Gmail, genre orange.fr ou des choses comme ça. Quand vous allez vraiment en ligne, c'est ce qu'on appelle des messageries web, euh, des messageries mobiles et des messageries desktop. Donc, messagerie desktop, donc, ça n'a rien à voir avec un produit pour les toilettes. Hein, la messagerie desktop, c'est pour un Outlook, un Thunderbird. C'est des logiciels comme ça, en fait. Vraiment des logiciels que vous avez sur votre PC. Hein, donc, voilà, il y a toute une catégorie d'outils et une panoplie d'outils qui vous permettent déjà de voir à quoi ça va ressembler. Hein. Avec le super réseau de la Chambre de métiers, je pense qu'on n'aura pas Voilà, été on sature un petit peu. Voilà. Et donc, alors, je vais mettre mes destinataires, c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. Hop. Clac, enregistrer. Et ici, vous voyez que je vais pouvoir ici programmer. Donc là, soit j'envoie maintenant, donc là, je fais envoyer et boum, ça part directement. Soit alors, je vais choisir le moment où ça va partir. Donc là, ici, je vais dire, bah, tiens, moi, mes clients, j'estime et je sais. Alors, je ne vous montre pas meilleur moment parce que, évidemment, c'est une fonctionnalité qui est payante, hein, parce qu'ils ont, évidemment, comme c'est une grosse base de données marketing, ils savent tirer les usages des clients et la pertinence dans lesquels ils sont lus. Après, vous, dans les entreprises artisanales, vous connaissez vos clients. Vous savez si c'est des clients, si vous avez des clients particuliers, vous savez qu'ils sont plutôt là le soir. Ou voilà, vous connaissez vos clients. Au pire, vous aurez fait peut-être un sondage dans le cadre du RGPD. Tiens, quand est-ce que vous préférez que vous envoie un mail? Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt pendant la pause du midi, le week-end? Enfin, voilà. C'est aussi des questions que vous pouvez poser complètement sur le RGPD pour les rassurer. C'est-à-dire que, vous n'allez pas envoyer, une entreprise, je dis toujours dans les formations RGPD, une entreprise artisanale n'est pas Amazon ou Cdiscount. C'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer 25 mails par jour à vos clients. Et c'est aussi ce qui va vous permettre d'obtenir le consentement. D'ailleurs, voilà, je vais avoir un usage raisonné du mail et je vais envoyer un mail par mois ou un mail tous les 15 jours. Ce qu'il faut, c'est donner bien cette cadence à vos clients. Quand vous recueillez leur consentement, ça va vraiment faciliter. Si vous dites, bah, tiens, je vais envoyer des infos par mail, ils vont vous dire, oh punaise, c'est comme Amazon, non, j'en reçois déjà assez, je ne préfère pas vous donner mon adresse mail. Tandis que si vous leur donnez, bah voilà, moi je m'engage à ne pas vous envoyer plus de X newsletters par an, et ben déjà, ça va être un élément qui va vous permettre de recueillir le consentement et je me dépêche de faire mon truc. Programmer, voilà, donc là, programmer, je mets mon truc, je mets la date, hop, programmer le jeudi 30 juin à 19h15 et je mets programmer. Point, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord? Donc là, c'est important de revenir sur l'interface de départ, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait créer un email. Et ici, vous voyez que j'ai maintenant toutes mes campagnes ici, et j'ai maintenant celle qui est programmée. Et évidemment, une campagne qui est programmée
à tout moment, je peux la suspendre et revenir dessus, la modifier et compagnie. Très vite, pour vous montrer ce qui se passe après. On a ici, voilà, on avait fait une campagne, en 2020. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la lisibilité de la campagne, de mettre la date et l'année, c'est que l'information, elle est là, elle n'est pas forcément très lisible. Donc, si c'est des choses que vous faites de manière récurrente, ça peut être pertinent de marquer 2022-06 pour que ce soit bien classé. Et ici, donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous voyez qu'une fois que la campagne est envoyée, on a très facilement une information. C'est-à-dire que j'avais 109 destinataires, 100% d'entre eux ont reçu l'information. D'accord. En revanche, seuls, entre guillemets, 29,9%, arrondissant à 30 si vous voulez bien, 30% d'entre eux ont ouvert mon mail. C'est-à-dire que 100%, si vous voulez, la différence entre les deux, c'est que le mail est arrivé sur le serveur de messagerie, c'est arrivé, et par contre, il y en a 32 sur les 109 qui l'ont lu. C'est ça la différence. Et après, on peut aller plus loin dans le détail, dans les rapports, où on va avoir ici, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est-à-dire que ceux qui ont… Alors, moi, il y avait pas… Alors, j'étais un très, très mauvais élève, mais c'était une information très descendante pour le coup. Il n'y avait pas de CTA, hein, le call to action. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de taux de clic. Mais quand vous avez mis un CTA dedans, évidemment, les gens vont pouvoir cliquer et vous aurez alors sur les 30% ceux qui ont lu, ceux qui ont ouvert, ceux qui ont cliqué et compagnie. Vous avez également ce qui est délivré. Et alors ça, c'est intéressant aussi de se pencher sur ces deux termes-là. Vous voyez que 109 l'ont lu, l'ont reçu, 107 ont été délivrés. C'est-à-dire que j'ai une perte de 2. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du rebond. Alors, du rebond doux, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas été remis, c'est le soft bounce en fait, il n'a pas été remis parce que la boîte est saturée, parce que voilà, c'est des choses comme ça, la boîte n'est pas dispo, etc., pour une panne, en gros, quelque chose de temporaire, alors que le hard bounce, là, c'est différent, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un problème d'adresse. C'est-à-dire que soit l'adresse n'est pas bonne, soit le serveur, et le domaine n'existe plus. On parlait tout à l'heure de domaine. Alors, si vous faites du grand public, il y a peu de chances quand même que des adresses Gmail, Orange, etc., le domaine soit cassé. Mais par contre, ce qui peut arriver là-dedans, c'est que les adresses mail ne soient plus bonnes, ne soient plus d'actualité. Hein. D'où pour boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec le fichier, d'en profiter pour faire le ménage. Ce sera aussi, à votre premier envoi, ce sera aussi un moyen de faire un peu le tri et de faire le ménage, de savoir quelles sont les adresses qui sont encore valides ou pas dans votre base de données. Et après, c'est tout bête. Hein. Quand vous avez ici, alors là, la base de données n'est plus derrière, je l'ai planqué, vous en doutez bien, mais quand vous cliquez ici sur le lien, le lien qui était là, ici, afficher les détails, là, vous allez cliquer et vous aurez nominativement les adresses mail qui n'ont pas été envoyées. Donc, si vous voulez, c'est pas, et là, c'est pareil, vous voyez, quand je clique ici sur les 32, j'ai vraiment à voir la liste des 32 qui l'ont ouvert. Bon, pas là parce que la base de données n'existe plus, mais vous verrez chez vous, ça marche vraiment. Voilà, donc ça a été très vite, on est super en retard. Je reviens là-dessus. Alors, on a vu pas mal de choses. Si ça peut te rassurer, David, et je vous remercie tous, c'est qu'on a presque 0,2% de perte de nos personnes qui sont connectées. Donc, super, ça veut dire que c'était très intéressant pour vous. Ou alors les gens sont endormis derrière leur PC. C'est ça, probablement. Une option. Mais effectivement, n'hésitez pas, je l'ai dit et je le redis. Apparemment, Laurent dort, effectivement, il s'est affiché. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'effectivement, sur une présentation d'1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, c'est toujours très difficile d'aller au bout du bout, de tout expliquer, etc. Nous, et comme vous le voyez à l'écran, on a la possibilité de vous accompagner, on a la possibilité de vous aider, de vous former sur ce sujet-là et sur plein d'autres sujets au niveau du numérique. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre, à savoir pourquoi c'est important pour vous, pour votre entreprise et pourquoi ce serait intéressant que vous y mettiez. Maintenant, en technique, il n'y a aucun problème si effectivement vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas tout. Vous nous appelez au niveau de la chambre de métier, on est là pour ça. Vous avez aujourd'hui 7 personnes
au niveau des conseillers numériques sur tous les départements. Vous avez les coordonnées, nos adresses mail, nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter pour voir un petit peu tout ça. J'en reviens quand même parce qu'on a deux, trois questions que j'ai laissé Ouais. passer pour pouvoir y répondre quand même. Du coup, pas grand-chose. Je reviens sur la petite RGPD, la petite obligation à avoir le consentement des clients. Est-ce qu'on peut, précocher la case sur le formulaire comme quoi ils consentent? Jamais de la vie. Ça l'était, ça l'est plus. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est vrai qu'au Interdit. début des newsletters, au début de la RGPD, on avait le droit. Et puis, on s'est rendu compte que beaucoup râlaient et c'est normal. Donc, on n'a plus le droit de précocher cette case sur le formulaire. Maintenant, il faut effectivement donner la possibilité de cocher ou pas. C'est la fameuse notion de consentement actif. C'est-à-dire qu'il faut Exactement. vraiment que le client agisse pour vous donner son accord. Exactement. Une autre question, du coup, est-ce qu'on doit du coup envoyer une campagne emailing juste pour dire j'ai besoin de votre accord pour pouvoir avoir ça? C'est vrai que ce n'est pas une question bête. Du coup, est-ce qu'on envoie une campagne emailing qui fait que du coup, on n'a pas l'accord parce qu'on envoie une campagne emailing, mais on demande l'accord? Et sinon, est-ce que c'est du par mail, du courrier? Comment on peut fonctionner là-dessus? Alors, oui, alors, il faut, en fait, alors je devrais pas vous dire ça, mais je vous le dis quand même, il faut miser sur le capital sympathie que vous avez avec vos clients. Effectivement, je pense que si ils vous connaissent et ils connaissent vos pratiques, il va falloir les informer. Effectivement, à un moment donné, les informer, ça peut passer peut-être par une campagne que vous allez faire, mais alors, de grâce, faites vraiment les choses bien avec une vraie personnalisation, etc. Et à ce moment-là, vous recueillez leur consentement à ce moment-là, mais pas en disant, en gros, ils se désinscrivent. Donc, s'ils se désinscrivent, ça veut dire c'est qu'ils n'étaient pas d'accord. Moi, je vous conseille largement de positiver le truc en mettant un Google Forms derrière, en ayant un vrai formulaire sur lequel ils vont pouvoir vous allez pouvoir vous recueillir le consentement. Un Google Forms, ça marche très très bien pour ces choses-là. Vous allez avoir une base, vous allez constituer ainsi une base de données sur laquelle sera enregistrée l'heure et la date sur laquelle ils auront coché cette fichue case. Donc voilà, ça peut marcher. Une fois encore, les entreprises artisanales ont ce capital humain que n'ont pas les multinationales, les multinationales, enfin, on ne va pas les reciter, mais les multinationales. Donc il faut jouer dessus parce que voilà, ils savent les clients. Mais comme je dis toujours à mes entreprises aussi, on n'est pas à l'abri de tomber sur un ou deux tordus. Donc il vaut mieux aussi pouvoir s'en prévenir. Yes. Et une dernière question, si je l'ai bien comprise, est-ce qu'on doit avoir forcément un compte Sendinblue par entreprise si peut-être on a plusieurs entreprises? Non, évidemment, on va créer un compte Sendinblue, mais par contre, dans les campagnes emailing qu'on va envoyer, il faudra bien sélectionner différentes adresses mail. Si vous avez plusieurs entreprises, j'imagine que vous avez donc plusieurs adresses mail, forcément. Si ce n'est pas le cas et que vous avez une adresse générique, comme l'a dit David, et je vous le redis, on vous engage à avoir une adresse mail différente si vous avez plusieurs entreprises, ça existe. Vous pouvez être dans l'artisanat et puis avoir peut-être un gîte, une chambre d'hôte, ça peut être considéré comme une autre entreprise, par exemple. Dans ce cas-là, on a un seul compte Sendinblue, mais on fait bien partir nos campagnes de deux adresses mail différentes avec deux identités visuelles différentes pour ne pas trop perdre notre client. Et en termes de questions, moi, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a répondu un petit peu à tout. Je le redis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. Le webinaire a été enregistré. Oui. Il sera donc normalement dispo très rapidement en replay. Donc, si vous voulez y revenir et faire pause sur les différents slides plus facilement pour récupérer les infos, vous pourrez passer par là. Vous allez recevoir un mail dans la foulée vous indiquant le lien pour aller visualiser ce replay et vous pourrez vous amuser à nous revoir. Voilà, donc ce webinaire est terminé avec une petite demi-heure de retard. Mais voilà, ça méritait d'approfondir le sujet. On vous remercie vivement de votre participation, de vos contributions dans la discussion et dans les questions-réponses. Un grand merci à Lionel pour sa présence. C'était super cool d'animer avec vous. Merci à toi, David. Ça fait plaisir. C'est À cool. bientôt. Et j'attends les Jurassiens. On parlera un petit peu anglais pour ceux qui veulent, avec grand plaisir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.